Cette vidéo est sponsorisée par Cambly. Ouais, je sais, c'est étonnant de voir une sponsor Cambly à l'heure. Cambly à l'heure, cambrioleur. Bref, voici la sponsor. Eh, je sais pas si t'as vu, mais il y a un youtubeur américain qui a plagié une de tes vidéos. Mais non. Si, un vrai Cambly à l'heure. Vous l'avez? Hell yeah, today I'm gonna talk about Chicken Run and its French dub, or should I say French dub? Si seulement je parlais parfaitement anglais, je pourrais être sûr qu'il s'agit d'un plagiat. Dis-moi, tu n'aurais pas besoin de Cambly par hasard? Non, merci. Non mais si, reviens, c'est ta sponsor, andouille. Cambly, c'est une plateforme d'apprentissage de l'anglais qui vous permet de dialoguer directement avec des tuteurs natifs, c'est-à-dire des gens dont l'anglais est la langue maternelle. Offrez-vous l'accès à plus de 25 000 tuteurs de tous horizons, bienveillants, patients et surtout qui supporteront vos blagues. Et là, le cheval, il dit Alan, comment tu t'appelles? Bob Dylan. Ah mais non, on revient. Bon, plus sérieusement, j'ai passé un très bon moment en essayant la plateforme. Mon tuteur était très sympa, on a pu parler de sujets hors cours mais en anglais, ce qui m'a fait quand même pratiquer. Cambly, c'est des cours sur différents sujets de votre choix, au rythme de votre choix, en face à face avec le tuteur, mais également en session de groupe, car c'est bien connu qu'on progresse plus vite à plusieurs. En tout cas, c'est ce que m'a dit ma copine. D'ailleurs, il était bizarre ce bar. Bref, si vous voulez voyager, travailler, ou si la nouvelle année vous a empli d'une envie de devenir une personne plus accomplie, offrez-vous l'occasion de vous améliorer en anglais avec Cambly. Bénéficiez avec le lien en description d'un cours d'essai pour seulement 1 € et de 60% de réduction sur un abonnement de 12 mois. Alors n'hésitez plus et lancez-vous dans l'anglais en toute Camblyberté. Oh mais non. Cambly. Salut à tous les amis, c'est Mr. Fox et bonne année 2024. Chaque début d'année, j'essaye de sortir, depuis maintenant presque 10 ans, un top cinéma de l'année passée, où je parle des 10 films que j'ai le plus aimés et des 10 films que j'ai le moins aimés, parmi tous ceux que j'ai pu voir de l'année en question. Néanmoins, je me suis toujours imposé une contrainte, ne pas faire de top si j'ai vu moins de 50 films cette année-là. Bah ouais, quel intérêt de faire un top 10 quand t'as vu que 20 films. L'an dernier, par exemple, j'avais pas vu assez de films pour faire un top cinéma, mais je me suis quand même débrouillé pour faire une petite vidéo un petit peu chouette qui parle de mon top 1 et en même temps qui parle de cinéma, etc. Petite parenthèse, c'est une vidéo dont je suis extrêmement fier, donc si vous ne l'avez pas vue, vous n'hésitez pas, vous cherchez sur ma chaîne Top Cinéma 2023. En tout cas, cette année encore, et croyez bien que j'en suis désolé, je n'ai pas vu assez de films pour faire un Top Cinéma 2023. J'en suis moi-même le premier désolé, mais je n'arrive plus à dégager suffisamment de temps dans ma vie pour regarder des films, même chez moi, même au cinéma, dans toutes les configs. J'ai moins le temps, j'ai moins l'envie, et j'aimerais pourtant redonner au cinéma la place qu'il mérite dans ma vie, mais cette année qui a été un petit peu compliquée, ça a pas été possible. Bon après, si vous voulez quelques avis ciné en porte-pièce comme d'habitude, c'est toujours avec plaisir. Super Mario Bros le film c'est de la merde, hein, il va falloir arrêter de considérer que un coffre rempli de petits clins d'œil malicieux, ça fait un bon film. Dans les films qui m'ont plu cette année, il y a Across the Spider-Verse, il y a Babylone, il y a Mars Express et il y a Le Garçon et le Héron, et oui, la VF du Garçon et le Héron est nulle à chier. Wild Bunch a décidé de confier le bébé à Hervé Ikovic et, quelle surprise, il a fait de la grosse de mer. C'est une insulte à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant sur le doublage des films de Miyazaki. Jean-Marc Pantier et Mathias Kozlowski ont toujours fait de l'excellent travail, mais là, Wild Bunch, eh ben, ils ont refilé le bébé à Ikovic et qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a mis des comédiens qui avaient pas la moindre idée de ce que c'était le doublage, qui n'en avaient jamais fait avant, et puis il les a mal dirigés, mal choisis, mal castés. Il a fait des choix de DA très discutables, notamment le fait de garder la même meuf sur Kiriko. L'adaptation est complètement pétée, notamment au niveau du tutoiement, ça ne veut strictement rien dire. Bref, cette VF est une honte. N'hésitez pas à exprimer votre mécontentement à Wild Bunch, peut-être qu'au bout d'un moment ils finiront par comprendre la leçon et arrêter de faire appel à Hervé Ikovic. Parenthèse fermée. Le début d'année, c'est aussi souvent l'occasion de sortir un zapping YouTube, l'occasion de revenir un petit peu sur tous les éléments qui ont un petit peu marqué l'année YouTube, tout en faisant un petit commentaire des événements à travers quelques petits montages bien choisis. Vous connaissez. Le Rassemblement National obtient entre 80 et 85 sièges selon l'Institut IFOP Fiducial. Vous êtes complètement cons, les trois quarts c'est des carnivores ultra dangereux, oui. Vous êtes idiots en fait. Même les petits, ils peuvent t'arracher le doigt. Ouais. Et là aussi, cette année, je ne ferai pas de zapping YouTube. Alors bon, vous n'êtes pas obligé de me croire, hein, parce que j'ai déjà fait le coup en 2021. À vrai dire, vous avez même de bonnes raisons de douter, puisque j'ai quand même monté le mois de janvier et le mois de février pour mes tipeurs. Mais pour être honnête, même moi, là, aujourd'hui, 3 janvier, je sais toujours pas si je vais le faire ou pas. Laisse pas durer ce plan dans le montage, parce qu'après les gens vont croire que... Non, vraiment, je sais pas.
Mais arrête, parce que là, rien que je souris, les gens vont se dire, ah là là, il a un plan en tête. J'ai pas de plan en tête. J'en sais rien. Vraiment, je ne sais pas. Ça se trouve, ça va sortir. Ça se trouve, je sais. Ça se trouve jamais. J'en sais rien. J'en sais rien. Je ne sais véritablement pas. Ne fais pas de zoom dans l'image! Je te jure que je sais pas! Donc vous l'aurez compris, pas de top ciné et pas de zapping YouTube, mais je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de fusionner les deux concepts. Ni un zapping YouTube, ni un top ciné, je vous propose aujourd'hui un top YouTube. Une sélection de 50 vidéos qui ont profondément marqué mon année YouTube 2023. Alors c'est un tout nouveau concept, donc n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire pour me dire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si vous pensez que c'est une bonne ou une mauvaise idée, si c'est trop long, s'il y a des choses à dire, etc. Je vous laisserai vous exprimer de tout votre sou dans les commentaires et je les lirai attentivement. Sur ce, sans plus de cérémonie, je vous souhaite la bienvenue pour le Top YouTube 2023. Dans cette vidéo, on va soigner la cécité. Oh, il y a des imposteurs. Laissez-moi vous parler de l'histoire sordide. Je suis déconstruit. Qui aurait pu prédire? Mais ils ont pris de la drogue. D'ailleurs, je terminerai sur ça. Votez Macron. C'est parti donc pour 50 vidéos. Alors malgré ce titre que j'ai choisi, les vidéos ne sont pas triées par ordre de préférence. Ça aurait été trop dur de classer 50 vidéos de celles que j'aime le plus à celles que j'aime le moins. Et en plus celle que j'aime le moins, bah, je l'aimerais quand même beaucoup, donc ça ferait pas beaucoup sens. Donc c'est vraiment 50 vidéos que j'aime beaucoup, que je vais vous donner par ordre de publication, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Néanmoins je me suis quand même fait une sorte de petit top 10 et je vous indiquerai avec un highlight rouge que c'est une des 10 vidéos choisies pour être le top de l'année. Alors évidemment c'est pas parce que vous n'êtes pas dans ce top que vous n'avez pas sorti des tueries, hein. 50 vidéos c'est très contraignant, donc il y a plein de youtubeurs dont j'apprécie énormément le travail qui ont sorti des super vidéos cette année qui ne seront pas dedans. Il y a sans doute des vidéos dont je vais parler que vous avez personnellement trouvé claquées au sol, ou à l'inverse des vidéos dont je ne vais pas parler que vous avez trouvé abusées bien. Bien sûr je vais profiter de l'occasion pour peut-être vous faire découvrir des nouvelles têtes, des vidéastes que vous ne connaissez pas très bien, mais pour autant je vais pas me priver de parler de youtubeurs hyper connus qui ont fait une vidéo dont j'ai envie de parler. Enfin, j'ai évidemment essayé de mettre en avant dans ce top des femmes vidéastes, mais ça ne surprendra personne, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans ce top. C'est pas une surprise, hein, mais je connais et suis plus de vidéastes hommes que femmes. Vous pouvez mettre ça sur le compte de l'homosocialité, sur le fait que l'algorithme YouTube met moins en avant les créatrices de contenu que les créateurs. Bref, tout ça pour dire que j'en suis désolé. Voilà, je crois que j'ai fait toutes les précisions que je voulais faire, donc sans plus de cérémonie, commençons ce Top YouTube 2023. Truand de la collab, Morsay 4, One More Schlass. Et ben c'est pas de bol, mais on commence direct le top avec la meilleure vidéo de l'année. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de parler de Truand de la collab dans ma vidéo sur les YouTube Poop, mais en gros c'est une chaîne avec différents créateurs de MV, musique vidéo, dérivés de la YouTube Poop, et qui tourne donc autour de Morsay, le champion des mèmes français, la figure iconoclaste du YouTube français, le gars que vous m'entendez toujours en parler dans les top ciné, dans les top web, etc. Morsay, c'est une figure un peu particulière, un peu grotesque, un pantin, un clown, un peu ridicule, et en même temps extrêmement sincère. C'est une figure qui fascine énormément de YouTube Poopers et de créateurs de MV, et de fait en 2023 ils ont sorti ce qui est probablement le dernier Morsay Mad Festival, à savoir Morsay 4 One More Schlass. Et bordel, qu'est-ce que c'est inspiré! Il y a 1000 idées à la seconde, il y a plein de parodies trop cool, il y a de la parodie de GTO, il y a de la parodie de Ken le Survivant, la parodie de Sophie, mais oh mon dieu, ils se sont fait chier à créer un rendu 3D de la tête de Morsay, c'est absolument ouf. Il y a des passages drôles, il y a des passages qui font bader, c'est extrêmement riche, et c'est devant ce genre de vidéo que je me dis non, YouTube n'est pas encore la télé, contrairement à ce que certaines personnes prétendent. YouTube est toujours ce terreau fertile d'idées qui partent dans tous les sens, ça fourmille, c'est absolument jouissif. C'est le genre de vidéo en plus que j'adore regarder sur mon vidéoprojecteur, grand écran là, on se prend le truc en pleine face, c'est un
bonheur. Donc voilà, on commence directement avec du très très lourd. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Joueur du grenier, les jeux sur la Bible. Chaque année dans mon top, il y a une vidéo du Joueur du Grenier parce que malgré sa longévité sur la plateforme, Joueur du Grenier continue d'enchaîner masterclass sur masterclass. Mais Robocop a peut-être un petit peu une touche un peu trop boomer-doomer, notamment vis-à-vis de TikTok, pour que vraiment elle remporte la palme. La vidéo des jeux sur la Bible est bourrée d'idées de génie, il y a plein de chouettes répliques, il y a plein de chouettes gags. Il nous a enfin sorti cette phrase cliché qu'il n'avait jamais réellement dit avant. Mais quoi? Mais ils ont pris de la drogue ou quoi? Mais ils ont pris de la drogue. En plus de ça, on a Pierre Grenier et Camille Fievez qui sont absolument géniaux en administratif de l'enfer. Il y a un petit peu d'autodérision et puis ça évite avec pas mal de soin tous les pièges dans lesquels pourrait tomber un youtubeur un peu réac comme JDG quand il doit parler de jeux religieux. Donc bravo la team JDG, bravo Fred, Seb et Karim, c'est vraiment de l'excellent boulot. Et j'espère continuer de regarder vos vidéos pendant encore 15 ans. Un duel de volonté de Monsieur 3D. S'il y a un comeback que je n'attendais pas cette année, c'était bien le comeback de Monsieur 3D. Ah, clairement, personne l'a vu venir, ce comeback. Hein. C'est tellement sorti de nulle part, personne l'a vu venir. Alors, pour ceux qui ne sont pas des vieux de la vieille de la plateforme, Monsieur 3D, ça a été, au début des années 2010, un des gros youtubeurs ciné. À l'époque, il n'y en avait pas des masses. Son créneau, c'était de la review un peu à la Nostalgia Critique, revenir sur des vieux films en faisant des vannes, etc. Un peu comme le fait aujourd'hui Not Serious, avec quand même beaucoup moins de moyens à l'époque. Il était considéré comme faisant partie, avec Durandal et le Fossoyeur de film, de la trinité des youtubeurs ciné. Ils avaient d'ailleurs fait un vlog ensemble, me semble-t-il. Et puis je crois qu'au bout d'1 ou 2 ans, je sais plus, il a mis toutes ses vidéos en non répertorié, il a demandé à ce qu'on arrête de le contacter, qu'on arrête de lui parler des anciennes vidéos. Il a demandé tout simplement à vivre en paix, et la plupart des gens ont respecté son choix. Et puis début janvier, bah voilà, qu'est-ce qui te dit pas que Monsieur 3D qui revient. Alors Monsieur 3D qui revient en 2023, c'est vrai qu'on est tenté de se dire, est-ce qu'il a vraiment encore les codes de la plateforme? Est-ce que vraiment il peut encore être pertinent, lui qui faisait des vidéos très 2010 en 2010? Et ben c'est ça le pire, c'est que les quelques vidéos qu'il a sorties sont vachement bien, très rythmées, très bien montées, très cut, très drôles. C'est des vidéos courtes mais intenses, pleines de qualité, avec un propos qui tient la route et quelques bons gags. Clairement, il n'a pas essayé de faire un revival de ses vieilles vidéos, qui d'ailleurs sont toujours en non répertorié. Il a vraiment voulu proposer autre chose. Alors ça n'a pas duré très longtemps, hein. Là il est actuellement de nouveau en pause, mais c'est vrai que ce fulgurant retour, aussi bref et intense que les vidéos qui l'ont accompagné, eh ben ça a fait plaisir. En tout cas moi ça m'a bien fait plaisir, et ça m'a apporté un peu de chaleur dans mon cœur tout froid. Qui est l'imposteur featuring Eric et Ramsey. 2023 a définitivement été une année très riche pour Squeezie, hein, entre le GP Explorer 2 et un certain nombre de vidéos entertainment, fit and fun, divertissement assez travaillées, assez riches et assez chouettes. Je m'en cache pas, hein, je suis un spectateur de Squeezie comme beaucoup d'entre vous, hein. Je trouve ces vidéos divertissantes, intéressantes, et puis voilà, c'est toujours chouette en plus de voir des gens qu'on aime bien dans ces vidéos. Plusieurs de ces vidéos ont attiré mon attention cette année, hein, la gigantesque partie de Loup-Garou, ou encore Qui est l'imposteur avec Marion Cotillard et Camille Cotin. Mais vous connaissez mon amour pour Eric et Ramsey. S'il doit y avoir une seule vidéo à retenir de Squeezie, c'est celle où ils sont dedans. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, Eric. Eric, c'est pas vrai, ça. Eric, c'est pas vrai, espèce de... C'est pas vrai ce que t'as fait, là. Allez. Allez, salut. J'avais rien à faire ici, moi. Moi, je suis venu jouer. Mal au ventre. Désolé, je suis désolé. Connard. Connard. Si vous connaissez pas vraiment la chaîne de Squeezie, que vous appréhendez un petit peu de vous plonger dans son univers, je pense que cette vidéo avec Eric et Ramsey est une bonne porte d'entrée, en plus d'introduire de manière assez chouette son concept Qui est l'imposteur. Franchement, si vous aimez déjà Squeezie, je pense que la dynamique Eric et Ramsey et leur jeu de ping-pong permanent subjuguent le concept, en un mot commençant. Et si vous aimez pas Squeezie, eh ben regardez quand même la vidéo, parce que franchement, encore une fois, dans la dynamique et dans le jeu de Eric et Ramsey, il y a suffisamment de quoi faire et suffisamment de quoi vous faire oublier votre antipathie envers Squeezie, si tant est que ce soit ça. Bon, on va peut-être falloir aller un poil plus vite, hein, parce que là on en est qu'à 4 vidéos sur 50. Le temps n'a pas toujours existé de Les Revues du Monde. Les Revues du Monde, aka Charlie Danger. Charlie Danger, si vous ne la connaissez pas,
franchement faites un effort parce qu'elle commence quand même à avoir son petit succès, hein, on peut dire ça. Bref, Charlie Danger, si vous ne la connaissez pas, c'est une chouette vidéaste qui fait des choses hyper intéressantes sur notamment l'histoire, la philo et les concepts philosophiques et historiques, etc. Bref, l'an dernier, elle avait sorti une vidéo qui était une tuerie qu'elle a passée en non répertorié parce que les retours étaient pas positifs, mais peut-être que depuis elle est repassée en public, je sais plus. Bref, sa vidéo sur la Première Guerre mondiale, très inspirée de Bill Wurtz, qui est un petit bijou. Il va donc faire une petite promenade quand soudain il se prend une balle dans le cou. Il devient donc vraiment très mort. C'est triste. Ah, mais qui lui a tiré dessus en fait? Lui. On s'en fiche de son nom, mais notez qu'il fait partie d'un groupe de jeunes nationalistes serbes. Et bien dans cette vidéo, le temps n'a jamais existé. Non seulement elle perpétue cet humour un petit peu presque YouTube poupesque, et en même temps, elle évoque des choses extrêmement intéressantes et même des choses que je n'imaginais pas du tout. On y apprend notamment que le temps qui s'écoule, c'était pas une notion aussi importante pour les gens d'il y a quelques siècles qu'elle ne l'est pour nous aujourd'hui, et que si le temps a une importance aussi conséquente dans notre monde moderne, c'est notamment à cause de l'industrialisation, de la manufacture et du monopole capitaliste. Ouais, je sais, ça paraît un petit peu étonnant comme ça, et très sincèrement, je vais pas rentrer dans les détails parce que je l'expliquerai beaucoup moins bien que elle. Mais c'est vraiment une vidéo passionnante, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Le virus de Studio Bagel, aka le sketch pour fêter les 10 ans du Studio Bagel. En effet, cette année, c'était les 10 ans de Studio Bagel et de Golden Moustache. Et si M6 a fêté comme il se doit les 10 ans de la chaîne Golden Moustache en la rebrandant M6 et en effaçant toutes les anciennes vidéos, Studio Bagel a de son côté mis les petits plats dans les grands avec une soirée, un making-of, pas mal d'interviews pour l'occasion, hein, notamment chez Combini, et puis donc ce petit sketch. Un sketch qui donc ramène plusieurs personnages cultes du Studio Bagel comme le brigadier Malard, l'inspecteur Leblanco, Trader Caméraman. C'est un petit paquet de fanservice farci de gags aux petits oignons avec un certain nombre de punchlines assez chouettes. Une Élise Larnicole en ministre de l'Intérieur, c'est assez parfait. Personnellement, ça m'a fait énormément plaisir de revoir toute cette team à l'écran, de revoir un petit peu tous ces personnages, de les voir interagir ensemble. Évidemment, c'est un crossover assez chouette. Je trouve que c'était une belle manière de fêter les 10 ans du studio, en tout cas une meilleure manière que M6 l'a fait. Le vrai problème avec la pop urbaine de TPZ. Je crois que la vidéo a changé de nom d'ailleurs depuis... Vous vérifierez. Bon, 2022-2023, ça a vraiment été ma découverte du YouTube rap. Pourtant, habituellement, le rap, c'est pas ma grande tasse de thé, mais j'ai découvert cette année des YouTubeurs qui en parlent avec suffisamment de passion et de patience pour faire découvrir le sujet à des néophytes comme moi. Je pense notamment à Yanis de la chaîne Le Rap en Mieux, que j'ai fait venir à une des soirées YouTube. C'était vraiment une des belles découvertes de l'année dernière. Et donc cette année, il y a eu plusieurs YouTubeurs rap qui ont abordé le sujet de la pop urbaine, de pourquoi cette appellation était problématique, de pourquoi les victoires de la musique avaient vraiment échoué en conditionnant le rap dans ce truc, mais aussi pourquoi on n'avait pas vraiment réussi à faire mieux ailleurs, quel était le problème de la légitimité du rap. Alors j'aurais pu parler de la chaîne du potager qui a décidé d'aborder le sujet plutôt avec humour, en parlant notamment des flops des cérémonies rap, mais TPZ lui a décidé de parler plus en profondeur de l'aspect systémique de cette appellation et de son côté raciste tout simplement. Forcément, même quand on connaît pas très bien le milieu du rap, même quand on s'intéresse pas forcément au rap, et même quand on n'écoute pas beaucoup de rap, c'est une vidéo dont la thématique peut parler à tous, donc je vous invite tout simplement à la voir, parce que c'est vraiment une excellente vidéo. Les vitrioleuses, une vengeance à l'acide de On se laisse la nuit. Bon, On se laisse la nuit, vous commencez à connaître, hein, vous l'avez peut-être déjà vu aux soirées YouTube, elle aussi. Elle est chaque année dans le zapping, on regarde souvent des vidéos d'elle sur Twitch. C'est une youtubeuse spécialisée dans la littérature érotique, le féminisme, et tout un tas d'autres petits trucs, et ça j'avoue que j'aime beaucoup quand une chaîne YouTube ne se borde pas à ce qu'elle a annoncé faire et propose tout un tas de choses. Je vous conseille fortement, même si elle date de l'année passée, sa vidéo Handicap et cinéma qui est absolument formidable. La chaîne n'a pas sorti énormément de vidéos cette année, je crois que sa créatrice Elsa est pas mal occupée par un certain nombre de choses en ce moment. Aussi je vous invite à regarder et à chérir celle qui est sortie en début d'année sur les vitrioleuses. Des femmes qui décidaient de se venger à l'acide lorsque la justice publique ne faisait pas correctement son travail. Un sujet on ne peut plus d'actualité donc que Elsa traite comme d'habitude avec sérieux et finesse tout en entrecoupant de petites touches d'humour dont je raffole.
Retraite qui va craquer de Mediapart. 2023, c'est l'arrêt de la chaîne Villebrequin, bien sûr, et nous en sommes tous très tristes, mais 2023, c'est aussi l'arrêt de Ouvrez les guillemets, une émission qui durait depuis maintenant 6 ans sur Mediapart, animée par Usul et Host Politique. Une émission qui va beaucoup me manquer, je le reconnais, tant elle était cette petite tribune bi-hebdomadaire pleine de rage gauchiste dont privé, hélas, les chaînes d'information continuent. Usul et Host profitaient souvent de cet espace pour rappeler des choses, des valeurs et des idées qui me semblaient essentielles de ne pas oublier et qui n'étaient finalement que très peu abordées dans les médias mainstream. Ouvrez les guillemets, c'était justement aussi l'occasion d'affûter son œil critique sur les médias et de voir à quel point certains sujets passaient sous la trappe ou étaient traités avec une certaine désinvolture et parfois un petit peu à côté de la plaque. Alors j'aurais pu choisir le dernier épisode de la série pour en parler, mais j'ai plutôt décidé de choisir l'épisode sur les retraites qui va craquer. Je pense que c'est un des épisodes les plus drôles de cette saison, il y avait énormément de bonnes vannes, je vais en mettre quelques-unes pêle-mêle parce que vraiment c'était énormément de bonnes vannes. Est-ce que tu trouves pas qu'avec sa tête, on dirait que Louis Boyard, en fait depuis le début, c'est 2 enfants l'un sur l'autre dans un costume d'insoumis? Oui tout à fait, je suis un vrai député. Et venez, on dit qu'on bloque les écoles. Comme ça, on dirait que demain, il n'y a pas école. C'est une réforme de gauche qu'il a osé nous dire, Olivier Dussopt, avec un visage plus constipé que jamais. Mais le mec, il bouffe de la viande crue. Il a le régime alimentaire d'un Rottweiler. Évidemment qu'il est constipé après. Ouais, et puis rappelons que les personnes qui abusent de la viande rouge, comme ça, c'est des populations à risque pour le cancer colorectal. De toute façon, quand on fait des trucs sérieux, ça marche pas. Puis il y a que là que je peux me défouler. Ah bah, il faut que je sois gentil. Oh Usul, tu as vu l'heure? Tu entends? Il y a une musique de JRPG. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est l'heure de ma voix off de fin. Et puis bon, en plein milieu de l'ambiance oppressante de la réforme des retraites, au beau milieu du mouvement social qui était, je le rappelle, énormément soutenu par la population, et que les médias jugeaient avec beaucoup de condescendance et de circonspection, et ben les épisodes d'Ouvrez les guillemets, c'était des vrais bouffées d'air frais, c'était des moments où on se disait, oui, quand même, d'accord, c'est pas moi qui deviens totalement fou, il y a vraiment un problème. Voilà, donc ciao, ouvrez les guillemets, vous pouvez continuer de retrouver Host Politique en compagnie de Maudit pour les portraits de Blast, et vous pouvez retrouver Usul en compagnie de Lumi, toujours sur la chaîne de Blast, à travers leur chronique Rhinocéros. Les 2 formats sont très bien, mais bon, comme j'ai déjà parlé d'Ouvrez les guillemets, je vais pas m'étendre davantage. Le secret de Everything Everywhere All At Once de Bolchegeek. J'en ai pas parlé l'année dernière, justement parce qu'il n'y a pas eu de top ciné, mais Everything Everywhere All At Once est un film qui m'a profondément touché. J'y ai retrouvé beaucoup de choses qui me parlent, culturellement, mais aussi en termes de thématique. Je trouve que le film était un beau pied de nez à énormément des poncifs qui gangrènent un peu l'industrie hollywoodienne. D'ailleurs, j'en avais parlé un petit peu à travers ma critique de RRR, mais j'avais pas vraiment trouvé les mots justes pour exprimer toutes ces idées-là. Et c'est ça qui est bien avec la vidéo de Bolchegeek. C'est qu'il est là pour mettre les mots justes là où il faut. Bolchegeek, vous connaissez peut-être, c'est une chaîne qui parle de politique et de pop culture, comme son nom l'indique. En l'occurrence, ils ont sorti énormément de bonnes vidéos cette année, notamment celle sur Batman qui m'a beaucoup plu, mais celle sur Everything Everywhere All At Once parle de quelque chose qui me tient à cœur depuis très longtemps dans le cinéma, le côté cynique de l'industrie qui ne croit plus en les histoires qu'elle raconte. C'est le fameux postmodernisme qui règne partout et qui est assez agaçant. Bolchegeek, même si évidemment il n'est pas celui qui l'a conceptualisé, synthétise un petit peu cette idée du postmoderne et avec Everything Everywhere All At Once aborde le métamoderne, notamment à travers une courte séquence qui pour moi me paraît essentielle et pour moi synthétise avec beaucoup de talent la force de Everything Everywhere All At Once et ce qui m'y a particulièrement plu. Pas une alternance entre sincérité et ironie, mais une oscillation constante, au sens presque, désolé, quantique. Quelque chose qui est à la fois sincère et ironique. Bon, tous ces grands termes, en fait, on pourrait les résumer un peu ainsi. La modernité disait « raconte-moi des histoires », la postmodernité « je sais que tu me racontes des histoires », et la métamodernité ajoute « raconte-les-moi quand même ». Et ça, vous sentez bien comment c'est au-delà des grands mots, des grandes théories. C'est quelque chose que vous pouvez ressentir, désirer. Alors la vidéo est un peu longue, donc je vais pas essayer de la synthétiser plus que ça. Je vous invite simplement à aller la voir. Comment les communicants ont infiltré le pouvoir de Le Fils de Pub. Le Fils de Pub, c'est quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail. Il est pas reconnu à sa juste valeur, il sort pas souvent de vidéos, mais chaque vidéo qui sort est un putain de banger. Et je dis pas ça parce que je suis dans la dernière. Hein. J'ai connu des avis de décès plus drôles
que Kev Adams, vraiment. Hein. Dans cette vidéo, en l'occurrence, le fils de pub nous parle de McKinsey et de comment cette agence de communication facture à prix d'or des conseils qui semblent un peu bateaux pour, entre autres, Emmanuel Macron. Et là où un certain nombre de chaînes politisées évoquent le sujet un peu à travers des biais complotistes, je pense notamment au Mariole de Blast, qui avait fait un sketch complètement éclaté au sol sur le sujet, le fils de pub, lui, essaye de prendre de la distance par rapport à ça, essaie d'analyser l'histoire de McKinsey, et essaye de dresser un portrait plus distant de comment on en est arrivé à cette situation-là. De fait, le portrait me paraît beaucoup plus accessible pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout McKinsey, qui ne connaît pas du tout cette histoire, et pour moi c'est ça vraiment la force du fils de pub. Là où un certain nombre de chaînes politisées d'un côté ou d'un autre vont partir du principe que vous connaissez déjà tel sujet et qui vont partir de leur biais à eux pour traiter un petit peu un phénomène, le fils de pub, il essaye toujours de prendre un petit peu de distance avec le truc et de partir du principe que vous ne savez rien sur le sujet. Ça rend aussi ces vidéos extrêmement digestes. Donc pour toutes ces raisons, je vous invite à regarder cette vidéo qui est une de ses plus réussies. Au secours du Palmacho. Ça fait 5 ans que je fais le zapping YouTube et ça fait 5 ans que j'hésite à chaque fois à mettre le Palmacho dedans. Parce que mine de rien, le Palmacho, malgré l'image très web qu'ils ont gardée, c'est des humoristes télé. Et leur chaîne, c'est une chaîne de replay de leurs sketchs diffusés à la télé. Les sketchs du Palmacho sont pas produits pour le web, ils sont produits pour TF1. Et ils sortent après coup sur le web. Donc chaque année, j'hésite. Et puis chaque année, je me dis que non, quand même, le Palmacho, ça a toujours été très YouTube dans son ADN même. Là, en l'occurrence, cette année, ils ont sorti leur prime Ce soir, c'est Palmacho 2, avec donc plein de sketchs qui ont été rediffusés tout au long de l'année. Ils sont pas tous excellents, mais il y en a quand même 2 qui ont particulièrement attiré mon attention. J'ai beaucoup hésité entre les deux, hein. Le deuxième, en l'occurrence, c'était la parodie Les 3 cafés sans filtre. Il y a des dingueries dedans, c'est absolument fou. Vive les hommes au bistrot, la femme à la cuisine. Mon Dieu que c'est beau, trouver se taper sa cousine. Vous allez nous trouver un petit peu rétrograde, mais on a nos costumes s'il faut partir en croisade. Mais celui que j'ai vraiment trouvé le plus réussi, c'est Au secours. Je trouve qu'il y a un truc très simple dans le concept et pourtant très très bien traité. J'appréhendais un peu les sketchs de ce Prime parce que c'était la première fois qu'il travaillait sans Jonathan Barré, qui était occupé à ce moment-là à réaliser Bonne Conduite. Mais finalement, ce sketch, eh ben, il est très réussi, je trouve, aussi bien dans son message, dans sa forme, tout fonctionne, le gag est bien mis en valeur à chaque fois. Je pense que c'est vraiment une formule qui marche très bien, mais qui pourtant perdrait à devenir une formule. Il faut vraiment rester à mon avis sur ce sketch unique, faut pas essayer d'en faire un autre. Clairement c'est un des bangers dont le Palmacho a accouché cette année, félicitations les gars. Fabriquer une guillotine de Super Conneries. J'adore Super Conneries. En un mot commençant, j'adore Super Conneries. C'est un youtubeur qui, me semble-t-il, a plus d'1 million d'abonnés. S'il en a pas plus d'1 million, ça va pas tarder. Et qui pourtant garde une simplicité, une spontanéité, une sincérité et un humour très début de YouTube qui rendent ces vidéos hyper attachantes. Fait 1m50, on va prendre la moitié à 75. Il est où le crayon? Il est où? Il est où mon crayon? Il s'est fait manger ou quoi? Il est où? Bah. Ah. Bon, 75, là. En théorie, c'est une chaîne de bricolage, et d'ailleurs une chaîne de bricolage assez stylée, il y a quand même certains de ses travaux ont quand même sacrément de la gueule, mais c'est aussi une chaîne un petit peu lol, notamment dans la manière qu'il a de manipuler ses outils, de manipuler ses objets, de parler aussi, c'est-à-dire que on imagine quand on voit la gueule des trucs finaux que il est hyper rigoureux, et pourtant on le voit crayonner de la main gauche un trait vite fait avec un crayon nul. Ça rend les vidéos assez naïves, et c'est... Oh, wow, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus, c'est terrible, mais voilà. Il a sorti plein de vidéos cool cette année, mais quand j'ai vu sortir celle-là, fabriquer une guillotine en plein milieu des manifestations contre la réforme des retraites, c'est très osé. J'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le traitement, j'aime beaucoup le ton Super Conneries. Si vous ne connaissez pas Super Conneries, intéressez-vous à son travail. Pour moi, cette vidéo a failli être dans le top 10 de l'année, je trouve que c'est un vrai banger. J'ai passé une semaine dans le noir, voilà ce que j'ai vu de Ici Amy Plante.
J'ai beaucoup hésité à mettre une vidéo d'Amy Plant dans le top, parce que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses idées, j'aime beaucoup son ton, j'aime beaucoup la manière dont elle choisit ses sujets et dont elle les évoque, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'elle va pas assez loin. Cette vidéo pour moi c'est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'elle fait l'expérience de rester toute une semaine dans le noir complet. Avec spoiler, un petit joker, un baladeur avec une dizaine de MP3 dessus, mais quand même 10 jours dans le noir complet, c'est un sacré défi qui doit théoriquement t'en apprendre un petit peu sur toi-même, sur ta manière de gérer ce genre de situation. J'ai suivi le développement des événements avec beaucoup d'intérêt, mais arrivé à la fin de la vidéo, j'étais en mode... C'est tout? T'as pas envie de creuser un petit peu plus? T'as pas envie de pousser un peu plus la réflexion? C'est une frustration que j'ai souvent quand je regarde les vidéos d'Amy Plant. Je vous recommande chaudement cette chaîne malgré tout, et je pense que cette vidéo est une des plus réussies qu'elle a pu sortir cette année. Best croissant in Paris de Louis. Oh là là, cette vidéo. Bon, ça va être la seule occasion pour moi d'aborder vraiment le sujet, mais quand j'ai commencé à dérusher pour le zapping, parce que j'ai quand même dérusché pour le zapping les mois de janvier, février, mars, avril, et même jusqu'à mai, ça m'a frappé à quel point, sans vouloir trop en faire, les rues de France étaient en feu. Sans déconner, janvier, février, mars, c'était énormément de manifs contre la réforme des retraites. En avril, Elisabeth Borne a déclenché le 49.3, donc remanif derrière. Avril a d'ailleurs été bien chargé en manif, hein. Mais après s'être fait nasser, gazer et casser la gueule un certain nombre de fois, eh ben les gens se sont lassés. Surtout après avoir vu quelqu'un qui a bêtement ramassé une canette dans un carrefour en ruine se prendre 1 an de prison ferme. Et ce qui me tuait en revoyant un petit peu toutes ces images de janvier, février, mars, avril, c'est qu'il y a un moment où on a vraiment cru que Macron était finito avec ce mouvement social. C'était un mouvement social extrêmement soutenu par la population, par tous les bords de la population. Le gouvernement était largué, complètement largué. Les réactions étaient lunaires, genre interdire les casseroles en manif. Quand j'y repense, ça me fend le cœur, parce qu'on a vraiment, je pense vous aussi, on a vraiment été nombreux à croire qu'il allait peut-être se passer quelque chose pendant cette période-là. Et quand Macron a débarqué la bouche en cœur en mai en disant non, je crois en un apaisement de la population, tout le monde était en mode ouais c'est ça, mon cul sur la commode. Et finalement il a gagné. Et ça me... Ah, ça m'énerve. Ça me fout la rage quand je revois tout ce qui s'est passé dans ce pays en janvier, février, mars, avril, mai. Je me dis, c'est fou qu'on ait lâché. C'est fou qu'il nous ait eu à l'usure. Mais force est de constater qu'il nous a eu à l'usure. Alors ça a été une période extrêmement riche en vidéos politiques intéressantes, y compris de chaînes dont je partage habituellement pas les idées. Mais si je devais retenir une vidéo de cette période, eh ben ce serait Best Croissant in Paris de Louis. Louis, c'est un youtubeur anglophone, je sais pas s'il est américain, anglais ou juste s'il a une chaîne en anglais, mais en tout cas c'est un youtubeur anglophone qui a décidé dans cette vidéo de tester les meilleurs croissants de Paris. Alors il va dans des boulangeries, hein, il les goûte et il dit ouais celui-là il est bien croustillant, j'aime bien, on sent bien le beurre, on sent bien le sucre, etc. Celui-là il est moulé de manière un peu trop parfaite, celui-là il s'effrite bien, etc. Bon bref, c'est du dégustation de croissants. Mais alors Mr. Fox, me direz-vous avec facétie, qu'est-ce qui rend cette vidéo si culte? Eh bien je pense qu'un extrait vaut 1000 mots. Hi, my name is Louis and today... Hi, my name is Louis and today I'm in Paris to try the top 5 croissants and we're gonna see which one is the best. So the first one we're gonna check is called Tout-à-tour. Excuse me, how do you pronounce this? Tout autour du pain. Tout autour du pain. Je trouve ça formidable, je trouve que c'est vraiment un bel instantané de ce mois de mars particulièrement vif et vénère. Alright guys, that was a very good experience trying the real croissant in Paris and hopefully you enjoyed it as much as I did. Mensonge et magouille au pays de Starship de Stardust. Cette année, plus que jamais, je vais essayer de prendre mes distances avec Twitter, ou plus précisément avec le Twitter d'Elon Musk, aka X. Alors c'est pas nouveau que Twitter est une plateforme extrêmement anxiogène et toxique, mais là depuis que Elon Musk a pris la direction et fait des choix éditoriaux, si on peut dire, très discutables, les choses n'ont fait qu'empirer encore et encore et encore. Quel que soit le sujet abordé dans un tweet, les premières réponses seront toujours des blue check, et je ne sais pas par quel prodige, mais les gens qui achètent la blue check sont quasiment tous des débiles. Ce qui rend la lecture de tweets extrêmement anxiogène, extrêmement agaçante,
Et en même temps, c'est le but, puisque Musk veut créer de l'engagement, donc forcément, on répond pour dire qu'on est indigné, et puis voilà, ça engraisse la machine, bref, c'est un enfer. Je vais essayer de m'en éloigner cette année, encore plus que d'habitude. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Blue Sky, c'est le réseau sur lequel je serai à partir de maintenant pour faire du microblogging. Mais bref, pourquoi je vous parle de ça? Parce que visiblement, il y a encore des gens ici qui pensent que Elon Musk est un génie. C'est vraiment le Tony Stark de la vraie vie, comme dirait l'autre. Sauf que non, c'est pas du tout le Tony Stark de la vraie vie, c'est une crapule. En plus d'être un débile lui aussi. Déjà, il est con comme une porte de placard. Vraiment, j'ai connu des bouts de bois avec plus de sagacité. Mais en plus, c'est bel et bien une crapule. Et les décisions qu'il prend et les initiatives qu'il lance, eh ben, elles sont dangereuses. Et c'est là-dessus, justement, que porte le documentaire de l'ami Stardust, Magouille et mensonges au pays de Starship. Ça revient un petit peu sur l'épopée SpaceX, surtout les problèmes que la volonté d'exploration spatiale de Elon Musk pose, et pour quel résultat. D'habitude, je m'intéresse pas vraiment aux productions Stardust, malgré le fait que ce soit un bon copain, parce que l'aviation et l'aérospatiale, ben ça m'intéresse pas vraiment. Voire pas du tout. Mais en l'occurrence, dans cette vidéo, il prend un angle plus global et délaisse un petit peu le côté technique de l'aéronautique et de l'aérospatiale pour parler vraiment des problèmes éthiques et moraux que posent les industries SpaceX. C'est donc une vidéo que je vous recommande chaudement. The Witch Trials of J.K. Rowling de ContraPoints. Bah ouais, j'allais pas ne pas mettre une vidéo de ContraPoints dans le top. Bon, 2023, ça a été à plus d'un titre l'année J.K. Rowling, hein, notamment avec la sortie de Hogwarts Legacy, qui a été l'occasion de rappeler qu'il fallait boycotter ou pas boycotter, de est-ce que c'était utile ou inutile, de rappeler un petit peu les penchants antisémites et transphobes de J.K. Rowling. Certains et certaines vidéastes ont synthétisé avec plus ou moins de talent ces polémiques, c'était à l'époque en février, je crois, 2023. Et puis, mi-avril, ContraPoints est arrivé avec The Witch Trials of J.K. Rowling, qui s'attarde spécifiquement sur le traitement récent de J.K. Rowling, et notamment à travers un podcast qu'il a interviewé et qui a décrit les polémiques qui l'entourent comme une chasse aux sorcières, ce qui est vraiment un comble, hein. Oh là là, dis donc, Tom, si l'ironie était faite de framboises. Bon, moi je vous recommande globalement toute la chaîne de ContraPoints, hein. J'essaye de mettre ces vidéos régulièrement dans le zapping, en dépit du fait que ce soit une chaîne anglophone assez pointue. Ces vidéos sont assez hypnotisantes, hein. Elle développe avec calme et pédagogie les idées qu'elle veut transmettre. Elle le fait bien, elle narre bien, pas dépourvu d'humour. C'est des vidéos que malgré mon niveau en anglais assez basique, je prends beaucoup de plaisir à voir, à revoir et à re-revoir, parce qu'elles sont assez accessibles malgré le fait que les idées développées dedans soient plus pointues qu'elles en ont l'air. En plus de ça, il y a un sens du cadre très travaillé. Franchement, elle pourrait, si elle voulait, faire tout en voix off et personne lui reprocherait quoi que ce soit, mais elle a envie de se faire chier à faire des jolis cadres et tout. Non, franchement, la production value est là. Alors, elle sort qu'une vidéo par an, hein, mais chacune de ses sorties est un putain d'événement, et c'est donc sans aucune hésitation que j'ai mis sa vidéo de l'année dans mon top de l'année. James Bond 007, Demain ne meurt jamais, des chroniques de Mea. Est-il encore nécessaire de présenter Mea? Mea, c'est donc une vidéaste qui est sur YouTube depuis un bon moment maintenant, et dont la chaîne s'occupe de présenter des œuvres de pop culture, ça peut être des films, des séries ou des jeux vidéo, en essayant d'en dresser un portrait le plus complet et le plus exhaustif possible, sans pour autant être rébarbatif. Présenter l'œuvre pour ceux qui ne la connaissent pas très bien, expliquer en quoi elle a été importante ou non dans l'histoire de la pop culture, oui, parce qu'il y a des films, même si on s'en doute pas, ils ont été importants, genre Space Jam, tant et si bien qu'au bout du compte, vous aurez l'impression de tout savoir sur le film ou la série en question. C'est quelqu'un d'une extrême méticulosité, je vous invite vraiment à regarder son travail avec beaucoup d'attention. J'aurais pu choisir une de ses vidéos sur Columbo, j'aurais pu choisir sa vidéo sur Indiana Jones, mais j'ai néanmoins choisi sa vidéo sur James Bond parce que avant de la revoir, eh ben pour moi, Demain ne meurt jamais, c'était vraiment un James Bond sans intérêt. J'avais souvenir d'un film pas passionnant, au rythme assez moyen, avec des longueurs, un ventre mou, bref, j'ai souvenir de m'être un peu fait chier devant. Et c'est en revoyant la vidéo de Mea que je me suis dit, ah ok, ça mérite peut-être un deuxième visionnage. Bon, le deuxième visionnage m'a pas énormément fait changer d'avis, hein, je persiste à penser que c'est un film mal rythmé, mais néanmoins, Mea m'a appris énormément de choses sur la genèse des James Bond, le passage de Timothy Dalton à Pierce Brosnan, l'histoire globalement, un petit peu la carrière de Pierce Brosnan. Bref, Mea a encore une fois réussi à m'accrocher sur une longue vidéo qui parle d'un film qui a priori ne m'intéressait pas. C'est la force de Mea, on ne peut qu'applaudir et lui dire bah bravo meuf, tu déchires, continue comme ça. Riven, rétro-découverte de Edward.
Alors je le confesse, j'ai découvert Rétro Découverte en 2022. Pourtant très clairement c'est quelque chose dont j'aurais dû entendre parler plus tôt, Rétro Découverte. C'est un truc qui a démarré en 2016 sur jeuxvideo.com. C'est donc à la fois une chronique jeux vidéo et en même temps il y a une petite partie fiction, voilà, c'est quelque chose de très YouTube des années 2010 et c'est vraiment quelque chose que je croyais disparu ou ringard. Et à mon sens, Rétro Découverte n'est ni l'un ni l'autre. L'idée de Rétro Découverte en gros c'est de parler du jeu à travers la manière dont les joueurs le vivent, c'est-à-dire ne pas parler placidement des qualités et des défauts du jeu, ni même de son expérience du jeu, mais de l'expérience de jeu que pourrait en faire quelqu'un qui le découvre. Et le fait d'avoir plusieurs personnages différents, avec donc des points de vue différents, des personnalités différentes, et qui donc ne vont pas découvrir un jeu forcément de la même manière, et ben tout ça, ça rend l'émission très riche et le format très attachant. Alors j'ai pas encore attrapé tout le lore, hein, il y a des épisodes qui ont quand même pris un bon petit coup de vieux, mais c'est justement aussi ça la force de Rétro Découverte, une force que d'autres web-séries n'ont pas, je ne citerai pas de nom, c'est que, ben a priori on n'est pas trop pénalisé si on prend l'histoire en cours de route. Notre curiosité nous poussera peut-être à revenir quelques épisodes en arrière pour savoir comment on en est arrivé là, mais l'histoire, la fiction est suffisamment bien construite pour qu'on puisse arriver en cours de route, prendre le train en marche et comprendre à peu près les tenants et les aboutissants sans avoir tout le background. Je pense notamment à l'épisode qui m'a fait découvrir la série, hein, l'épisode sur Zelda Wind Waker, un épisode que je trouve hyper touchant, hyper sincère, c'est un épisode qui m'a beaucoup parlé, les séquences de fiction m'ont un petit peu mis la larme à l'œil, hein, je le dis sans sourciller. Et pourtant, c'est seulement après avoir vu cette vidéo que je me suis rendu compte qu'il y avait tout un lore autour du personnage de Roxane et des jeux Zelda, des opus principaux en 3D sortis sur N64 et GameCube. L'épisode sur Riven, qui est donc l'épisode que j'ai choisi pour ce top, je trouve qu'il a un petit peu les forces de l'épisode sur Zelda, à savoir que le lore, un petit peu l'histoire qui est racontée à côté de l'histoire du jeu, est suffisamment universelle et suffisamment bien écrite pour pouvoir toucher un petit peu tout le monde. Alors bien sûr, je dis pas que le scénario ou les acteurs méritent des Oscars, hein, loin de là, mais je trouve qu'il s'en dégage une sincérité, une bienveillance qui manque un petit peu parfois, j'allais dire, au YouTube produit. Parce que mine de rien, Rétro Découverte, bah ça a une gueule, hein, visuellement, esthétiquement, et en termes de musique, les musiques sont très très jolies, très réussies. Il y a une candeur dans le projet qui me plaît particulièrement, d'autant plus quand j'ai découvert après coup hein, que Edward a crowdfundé les saisons suivantes de Rétro Découverte parce que jeuxvideo.com disait « Oh, ce serait bien de renouveler la formule, je pense qu'il faut réinventer Rétro Découverte » et que Edward a dit « Non, je pense pas qu'il faille réinventer Rétro Découverte. » Edward, c'est quelqu'un qui croyait en son concept, qui continue d'y croire, et mine de rien, c'est une démarche que je respecte énormément. Donc bravo Edward, bravo toute l'équipe Rétro Découverte, continuez comme ça. On a analysé AI de Spielberg avec une IA ChatGPT de Calmos. Bon, 2023, c'est une année où on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, hein. Cette vidéo va pas être la dernière à aborder le sujet. Calmos, vous connaissez peut-être, c'est la chaîne qui fait Rigolo, le petit format consacré aux comédies françaises, qui est une vraie réussite. C'est notamment avec eux que j'avais fait la vidéo sur la tour Montparnasse infernale en allemand. Un petite piqûre de rappel. Une vidéo très appréciée notamment par Eric Judor. Vas-y, je flex un tout petit peu, j'ai pas souvent l'occasion. Eh, Mr. Fox, je sais pas si c'est ton vrai prénom, ce serait très bizarre d'avoir Mr. Fox comme prénom. Dis-moi, je viens de voir ta vidéo et je la trouve formidable. Et merci beaucoup pour tous ces éloges et c'est super, je trouve ça très très drôle. Je vous avoue que la découverte de ce vocal, ça a été un de ces moments, vous savez, qu'on chérit, qu'on enferme dans une boîte et qu'on ressort les jours de pluie. Mais je m'égare, et pas seulement d'Austerlitz. Beaucoup de youtubeurs ont essayé de faire des choses avec des IA, avec ChatGPT. C'est vrai que pendant quelques mois, ça a été la méta de faire son contenu par une intelligence artificielle. Et il y a eu quelques bonnes idées, il y a eu quelques belles trouvailles qui en sont sorties, mais ça a majoritairement été du contenu paresseux qui en est ressorti. Calmos a eu une vraie bonne idée en proposant à ChatGPT de parler d'un film qui parle d'intelligence artificielle, de faire parler d'intelligence artificielle avec ChatGPT, de voir où est-ce qu'il avait juste, où est-ce qu'il avait faux, de confronter un peu les points de vue. Ça donne une vidéo que je trouve hyper pertinente et hyper touchante, mine de rien. Elle est brillamment écrite et brillamment montée. Je veux pas trop vous en dire parce que vraiment c'est une vidéo qui gagne à être découverte. Pour moi, c'est vraiment la vidéo de l'année de Calmos et pourtant ils ont sorti une excellente vidéo sur les visiteurs. Donc vraiment, allez la voir parce que c'est une dinguerie. La vidéo dont vous êtes le héron de Inernet. Ah, Inernet.
Alors Internet, c'est une de ces chaînes qui fonctionne en stop and go selon s'ils ont du financement ou pas. C'est une chaîne professionnelle, si j'ose dire, avec des vidéos produites, et pour produire du contenu, il faut des fonds, donc s'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de diffusion. Du coup, Internet, ils ont fait quelques petites vidéos à l'ouverture de la chaîne, et puis ensuite, ça a été des projets, genre Le Département ou Shulcake. Et là, cette année, ils ont enfin sorti une vidéo sur laquelle ils travaillaient depuis, me semble, plus d'1 an, la vidéo dont vous êtes le héros. Oui, une vidéo interactive, ah là là, qu'est-ce que ça me manquait, les vidéos interactives, je sais pas vous, mais moi ça me manquait. Oubliez Bandersnatch, hein, vraiment, Internet c'est le niveau du dessus. Le cœur d'Internet, ça a toujours été le 4e mur, le second degré, le fait d'être conscient d'être une fiction, et même d'être conscient d'être une fiction. Du coup, ça jouait en permanence avec l'autoperception, le 4e mur, le postmoderne, le métamoderne, et même le méta-postmoderne. Oui, j'invente, j'en ai rien à foutre. Du coup, la vidéo dont vous êtes le héros, c'est un projet extrêmement ambitieux, dans lequel il est facile de se perdre. C'est d'ailleurs presque le seul reproche que je lui ferais. Au bout de quelques embranchements, on est en mode putain, attends, comment on a fait pour en arriver là? Je me dis que c'était l'objectif du projet, et si c'est le cas, bah félicitations, mais du coup parfois ça nous fait un peu perdre pied, et ça nous fait nous dire, oh putain, les complétionnistes, hein, ceux qui veulent avoir parcouru toutes les intrigues du truc, à mon avis, ils en ont pour un bon bout de temps avant d'avoir fait le tour de la vidéo dont vous êtes le héros. Évidemment, comme d'habitude avec Internet, c'est très drôle, c'est très nonsense, c'est très what the fuck, pour utiliser un terme de 2010. Il faut que vous regardiez cette vidéo si vous aimez un peu l'humour loufoque, l'humour un peu Monty Python, si j'ose dire. C'est vraiment un petit bijou, c'est vraiment une petite pépite qu'on savoure avec bonheur, comme à chaque fois que Internet sort un projet. Être fils de milliardaire, un fléau méconnu, de Alice Rage. Alors Alice Rage, à la base, c'est une streameuse qui fait notamment de la broderie, mais qui surtout réagit à du contenu, majoritairement du contenu un peu masculin, un peu viriliste, un peu de droite, quoi. En 2023, elle a décidé de produire vraiment des vidéos YouTube qui ne sont pas des best-of de live, mais qui sont vraiment pensées comme des vidéos YouTube. Elle a sorti des chouettes vidéos, et notamment une vidéo sur les Nice Guys, qui est horriblement malaisante, et qui est vraiment un truc à écouter le soir pour se faire peur. J'espère qu'il y en aura d'autres parce que ça a vraiment été un plaisir à regarder. Mais la vidéo avec laquelle je l'ai découverte cette année, c'est sa vidéo sur les fils de milliardaires. Ou plutôt le fils de milliardaire, un mec dont j'ai oublié le nom qui est absolument tête à claque et dont elle s'amuse avec pas mal de facéties, il faut bien le reconnaître. I've always hated how just because someone is born into a family of wealth, people automatically label them as a spoiled brat. Mais t'es sérieux mon ref? Tu viens de nous flex tes villas et ton jet privé avec ton putain de blase dessus et tu veux faire pleurer dans les chaumières maintenant? Pas à nous mon gars, pas à nous. Et maintenant les 1% ils vont se comporter comme si c'était des minorités opprimées, la fatigue en fait. Puis la mise en scène en mode confession sur fond noir. D'ailleurs avec son t-shirt noir on dirait que sa tête flotte, ça me tend un peu perso. La vidéo est très drôle et je pense que c'est une vidéaste qui a pas mal de potentiel, qui en a encore sous le pied et qui gagne vraiment à être connue. Donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. À l'heure où je tourne, elle n'a que 1700 abonnés, c'est pas beaucoup, elle en mérite plus. Donc voilà, allez y jeter un petit coup d'œil, c'est du bon. What the cut de Delac. La vidéo est très courte, donc je pense que la diffuser vaudra mieux que toutes mes explications. Bonjour bande de gros sacs à foutre. Bienvenue dans What the Cut. Est-ce que vous vous êtes déjà nettoyé le nez avec un coton-tige? Oh bah oui, c'est pas mal pour l'hygiène tout ça. Oui, mais est-ce que tu as fait comme ce Coréen qui s'en est mis 54 dans le bourg-pays? Non, mais c'est pas possible. À ce niveau-là, c'est un Guinness World Record. Wow. Attention, Luigi, 54. Wow. Mais on est où? Franchement, ça méritait pas une place dans le top, ça. Il a encaissé un faux chèque de 100 000 $ et il a reçu l'argent de Sylvain. Je sais jamais comment il faut l'appeler, Sylvain, Sylvain, etc. Bon, bref. Tout le monde sait de qui je parle. Je pense que je reparlerai un peu plus tard dans la vidéo de cette nouvelle méta qui est le storytelling sur YouTube, qui est vraiment de plus en plus présent, hein. Il y a de plus en plus de YouTubeurs qui se lancent avec pour leitmotiv le storytelling. Mon hypothèse, c'est qu'il y a un YouTuber marketing que je connais pas qui a dû dire un jour le leitmotiv, la clé pour réussir sur YouTube, c'est le storytelling, et tout le monde a voulu faire ça. En tout cas, il y a quelqu'un qui le faisait avant tout le monde et qui a décidément un grand talent en la matière, c'est Sylvain. Sa vidéo sur ce mec qui a reçu un chèque publicitaire de 100 000 $, qu'il a encaissé et qui a gardé l'argent, a été pour moi la vidéo qui a accompagné mes soirées de glande plusieurs fois. Je l'avais déjà vue mais je la revoyais avec plaisir parce que l'histoire était bien racontée, parce que le récit était riche et surtout très documenté, puisque le mec concerné en question avait accordé une interview à Sylvain. Il y avait des extraits de son spectacle qu'il avait écrit et mis en scène sur le sujet. Et puis voilà, l'histoire est folle. Je sais que c'est une réplique vraiment bateau qu'on retrouve chez tous les storytellers, mais là vraiment je trouve l'histoire folle quoi. Il n'y a pas tant de vidéos storytelling que ça dans ce top, hein. Il y a par
exemple aucune des excellentes vidéos que Seb a fait pour son calendrier de l'Avent, mais si je dois en retenir que quelques-unes parmi celles qui ont marqué mon année, clairement cette vidéo de Sylpquin en fait partie. Les histoires qui s'écoutent de Studio Post Météor. Alors cette vidéo-là, j'ai hésité à la mettre, c'est pour ça que je l'enregistre en off, simplement parce que je suis dedans. Mais je ne suis qu'une des nombreuses interviews de ce petit documentaire consacré au monde des sagas MP3, des fictions sonores produites en amateur. Un documentaire autoproduit, plein de petites idées de mise en scène, et forcément, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur, ayant réalisé des sagas MP3 pendant des années et jouant encore aujourd'hui dans les sagas des autres, je ne pouvais que vous recommander cette vidéo. Le calvaire de filmer des animaux de Slexno. Vous connaissez déjà peut-être Slexno, le facétieux cuisinier du vaisseau Nexus 6, mais peut-être que vous ne saviez pas qu'il avait sa propre chaîne YouTube. Allez, ramène ta fraise, on est bien ici. Relancée activement fin 2022, la chaîne de Slexno, c'est une chaîne qui parle de publicité, et plus précisément d'esthétique et de réalisation dans la publicité. Slexno, c'est quelqu'un qui est passionné de réalisation, hein, ça se voit dans son travail sur le Nexus 6, mais c'est aussi quelqu'un qui est très attaché à l'image, et pour le coup, j'ai appris énormément de choses en voyant ses vidéos. Et dans les vidéos de sa chaîne, il s'acharne à nous expliquer les coulisses de vidéos dont on n'imagine pas la complexité de mise en scène. Ses premières vidéos sont sur les publicités alimentaires, et c'est vrai que je m'étais jamais posé la question de est-ce que c'est difficile de faire une pub alimentaire, comme beaucoup de gens, et notamment il en parle dans ses vidéos. J'étais persuadé qu'aujourd'hui quasiment tout se faisait en CGI, et puis il nous montre un plan de pâtes qui rencontrent de la sauce, et il nous explique que ça, bah c'est vrai. Alors comment on met en scène, comment on prépare, comment on fait en sorte que des pâtes rencontrent de la sauce pile devant l'objectif de notre caméra. C'est passionnant, c'est fascinant, c'est hyper intéressant. Et évidemment, c'est Slexno, donc ça déborde de son habituelle facétie, ce qui rend les vidéos didactiques et amusante. La vidéo que j'ai choisie en l'occurrence, c'est une vidéo où il parle des films animaliers et où il explique à quel point c'est difficile de diriger un acteur animal et de le cadrer et d'obtenir ce qu'on cherche à obtenir. Il en fait lui-même l'expérience avec un cochon d'Inde. Tout est passionnant, on apprend énormément de choses et en même temps tout est drôle. La vidéo finale est à se plier de rire. Donc vraiment n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à cette vidéo et au travail de Slexno en général. L'histoire de X-Files de The Reg. X-Files, ça a toujours été une de mes grosses lacunes de pop culture. Pourtant, je suis vraiment pile poil dans la génération qui aurait dû s'y intéresser, mais rien à faire, ça m'a toujours paru être une série trop perchée, qui fait peur, enfin bref, ça m'a jamais vraiment intéressé. Pourtant, j'aurais aimé connaître la série, ne serait-ce que pour comprendre un certain nombre de références, de clins d'œil, etc. Alors, heureusement, il y a les X-Files du peuple, mais c'est pas tout à fait ça. Heureusement, il existe des gens comme The Reg pour faire des vidéos de 2 heures qui parlent exhaustivement de tout ce qu'il y a à savoir sur une série. Ce qui était très bien avec The Reg, je dis était parce qu'il a décidé de mettre sa chaîne en pause, c'est qu'il avait lui aussi cette capacité à partir de zéro. Il se dit ok, tu connais rien à rien de ce sujet, je vais y aller petit à petit et tu vas finir par tout savoir. Sa vidéo sur X-Files, je crois qu'elle fait 2 heures, jamais une vidéo m'a paru aussi courte. Elle se boit comme du petit lait, elle se déguste sans aucun déplaisir. Alors techniquement c'est toujours un petit peu roots, c'est un point qui a toujours desservi, on va dire, The Reg, et en même temps il s'en foutait, mais ça a quand même son charme, et ça a aussi un rythme que certains pourraient trouver daté, très début 2010, mais qui colle très bien à une série comme X-Files où on n'a pas envie que tout aille à vive allure et qu'on ne retienne rien. Reg prend son temps pour expliquer les choses sans que ce soit non plus soporifique, et c'est en cela que son rythme très 2010 colle bien au sujet qu'il veut aborder. Bref, aujourd'hui je sais quasiment tout sur X-Files grâce à une vidéo de 2 heures que je n'ai pas vu passer. Merci beaucoup The Reg, et puis je te souhaite une bonne continuation, quelle que soit l'orientation que tu prendras. Elon Musk versus Mark Zuckerberg, Be Like, de Beluga. Beluga, c'est du génie. À plusieurs points de vue. Pour parler de manière un petit peu placide, commercialement c'est du génie, parce que c'est des vidéos qui sont très regardées, qui ont un watch time très fort, parce qu'elles durent que 2 minutes, donc tu les regardes généralement en entier. C'est très facile d'en produire énormément, et donc d'en sortir à un rythme très régulier. Donc d'un point de vue strictement commercial, c'est un coup de maître. Mais évidemment, ça ne pourrait pas fonctionner si les vidéos n'avaient pas elles-mêmes des qualités. Et elles en ont. Parce que Beluga, c'est aussi du génie d'un point de vue comique, quoi. C'est, je trouve, assez incroyable de réussir à me faire à ce point rire avec aussi peu.
Beluga, en gros, c'est des conversations Discord. Le texte n'est même pas lu, il n'y a même pas de voix, c'est vraiment le texte s'affiche avec les bruitages Discord. Bruitages Discord qui souvent ajoutent du timing comique, encore une fois, il y a un côté très poupesque des fois dans la répétition des bruits, etc. C'est de l'humour très web. Les situations sont toujours loufoques, de plus en plus loufoques, les dialogues sont très drôles. Encore une fois, c'est assez dingue ce que cette chaîne réussit à faire avec quasiment rien. C'est vraiment une chaîne qui demande zéro thune. D'ailleurs, certains ont essayé de reproduire le concept Beluga en français avec plus ou moins de talent. Non, puis même, j'adore la bouille de Beluga, d'ailleurs, c'est mon fond d'écran smartphone. Alors il y a beaucoup d'épisodes qui m'ont fait rire cette année, mais celui avec Mark Zuckerberg et Elon Musk a particulièrement résonné en moi, je vous laisserai deviner pourquoi. JDG, Antoine Daniel chante Axel Red et Renaud Manhattan Kaboul IA de JDG chante. Des étrangers au bout du monde, si différents. De sa folie, tous anonymes, mais pourtant... Bon bah ça y est, on va parler des IA. Alors j'aurais pu choisir énormément de vidéos de la chaîne JDG chante. J'ai également hésité à prendre le générique de Quoi de neuf Scooby-Doo chanté par Johnny, que je trouve particulièrement réussi. Mais au fond, c'est pas tant la vidéo en elle-même que je voulais choisir que le phénomène dans sa globalité. Il y a un truc important qui se joue dans cette idée. J'aurais pu aussi choisir la vidéo de V2F qui a codé une IA JDG et qui en parle un petit peu. Globalement, les gens ont plus retenu les vidéos avec des gens qui chantent des chansons qui sont pas censés chanter. Et c'est vrai que c'est rigolo. Je m'appelle Camille, je viens pas de la Tessie, je viens d'un petit village qui s'appelle le Marly-Gaumont. Alors qu'on monte sur le beat A qui fait... Mais est-ce qu'il n'y a pas là un danger? Est-ce qu'il n'y a pas là un problème éthique à faire dire à des gens des choses qu'ils ne sont pas censés dire? On en est à un niveau de l'IA où on entend encore les petits défauts et on entend qu'il y a un petit problème. Et on est dans des situations où c'est vraiment invraisemblable, etc. Mais il se pose quand même la question de l'éthique. Alors vous allez me dire, ouais mais bon, JDG lui-même ça le fait marrer, etc. Et c'est très bien. Et oui, tant mieux que on prenne ça à la rigolade. Mais je pense que c'est quand même un point d'alarme qu'il faut surveiller. Moi, vous le savez, je suis fan de doublage, et l'intelligence artificielle dans le doublage, c'est quelque chose qui fait extrêmement peur aux comédiens. Ils ont peur d'être remplacés par des logiciels qui pourraient faire le travail de doublage et d'adaptation mécaniquement, sans qu'une patte humaine y apporte une âme, si j'ose dire. Et ça, déjà, c'est une question sérieuse à traiter. J'en ai parlé d'ailleurs un petit peu dans un documentaire Combini qui est sorti dans le courant de l'année, je vous mets un lien dans la description. Mais même à côté de ça, imaginons Shrek 5. Je crois qu'il est dans les tuyaux, hein, je crois qu'il est prévu qu'il sorte. Et le jour où il sortira, se posera la question de Medondo. Medondo qui était la voix de Eddie Murphy, qui était donc la voix de l'âne dans Shrek, et qui, hélas, nous a quittés il y a quelques années maintenant. Je sais d'avance qu'il y a des gens qui vont vouloir faire redoubler le film avec la voix de Medondo. Sauf que Medondo est mort. Est-ce que c'est pas un gros problème de faire parler les morts? Après voilà, c'est un grand débat de société, c'est pas moi qui, au milieu d'une vidéo top YouTube 2023 et à 1h du matin après 3 heures de tournage, va trancher la question définitivement. Mais je pense que toutes les vidéos qui sont sorties autour de cette thématique-là cette année méritent qu'on se pose des questions et qu'on se demande si c'est vraiment ça qu'on souhaite, d'un point de vue social. L'arme ultime Zelda Tears of the Kingdom de Botch. 2023, ça a été l'année Zelda Tears of the Kingdom, un jeu que les Nintendo Zoos tels que moi attendaient depuis un moment. Il y a eu énormément de vidéos très réussies sur le sujet, il y a eu des vidéos de Saven, de Sheshune, il y a eu le speedrun animé de Terminal Montage. Je pense que la richesse du jeu a entraîné une richesse des vidéos qui ont exploité le sujet. J'ai choisi la vidéo de Botch tout simplement parce que c'est, à mes yeux, la plus drôle qui a été faite sur le sujet, avec énormément de bonnes vannes. Ok, allez, deuxième tentative. Moi, je suis quelqu'un qui aime rire, comme dirait l'autre, et à ce niveau-là, la vidéo de Botch fait très bien son boulot. Les voleurs, fiction et réalité de Vidéodrome. Vidéodrome, aka Sam Kokai, aka Lumi, qui travaille maintenant avec Usul sur le format Rhinocéros pour la chaîne de Blast. Alors très clairement, les voleurs fiction et réalité, au bout de 5 minutes de vidéo, j'étais en mode ok, c'est une des vidéos de l'année, c'est absolument incroyable. Dans cette vidéo, Lumi s'attarde sur la figure du voleur et sa représentation dans la société. Qu'est-ce que c'est un voleur? Qu'est-ce que c'est voler? Pourquoi voler c'est
considéré comme quelque chose de mal, sauf des fois. Pourquoi certains voleurs sont mieux jugés que d'autres, etc. À une époque, encore une fois, je suis désolé, j'y reviens, mais à une époque où des gens se sont retrouvés condamnés à de la prison ferme pour avoir ramassé des canettes dans un supermarché pillé, je pense que c'était une vidéo nécessaire. Elle met les points sur les i, elle rappelle, entre guillemets, qui sont les vrais voleurs, quels sont les vrais enjeux dans le vol. C'est quelque chose qui a pas mal changé certains de mes points de vue sur le sujet. C'est une vidéo très riche, très documentée, où on ne voit pas le temps passer. C'est une vidéo qui, je pense, remettra en question même les convictions les plus convaincues. Et surtout, vu le contexte actuel, vu ce qui est évoqué dans la vidéo, c'est une vidéo d'intérêt public. Donc moi j'ai envie de dire, n'attendez pas et allez la voir. MyHouse.wad, le mode qui a terrifié internet, finding numéro 98 de Feldup. J'allais reparler de storytelling en parlant de cette vidéo, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça du storytelling. On peut pas vraiment appeler ça du let's play non plus. J'ai découvert Feldup un peu par hasard l'année dernière et je suis assez vite tombé amoureux de son style, de son ton. Il raconte les choses avec beaucoup de simplicité et en même temps de la gravité. Maintenant c'est vrai que souvent ces vidéos m'accompagnent pendant que je travaille, pendant que je fais autre chose, c'est un petit peu une sorte de presque de podcast quoi. Mais MyHouse.wad, lui, il m'a vraiment accroché, c'est-à-dire j'ai commencé à la mettre un petit peu de côté, etc. en faisant autre chose, et puis en fait au bout d'un moment j'ai regardé et j'ai pu décrocher. C'est passionnant, c'est captivant. Feldup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chaîne d'histoires, généralement un peu flippante, un peu angoissante, mais qui ont toujours une part de mystère, une part de fantastique ou une part de glauque. Et MyHouse.wad, c'est un peu les trois à la fois. Alors il l'a dit, c'est beaucoup inspiré d'une vidéo américaine, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. Pour moi, c'est pas un problème, dans la mesure où c'est assumé et revendiqué dès le début de la vidéo, il prend personne au piège. Il est, je trouve, extrêmement bienveillant dans sa manière de raconter les choses, il détail et en même temps il est jamais trop technique ou trop gonflant, etc. Il raconte les choses de manière extrêmement posée, extrêmement calme. Il y a un ton Feldup en fait. Si vous avez déjà vu une vidéo de Feldup, vous savez qu'il y a un ton Feldup. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire une vidéo avec lui. Si vous ne l'avez pas vue, elle est sortie le 1er avril de cette année. Elle est consacrée à Samurai Champloo, il y a un lien, enfin voilà, allez y jeter un coup d'œil. Je trouve que cette vidéo met vraiment bien en avant le talent de conteur de Feldup, les valeurs qu'il essaye d'infuser à travers sa chaîne et ses vidéos. Je trouve que si vous devez découvrir Feldup, ce serait pas mal de le faire avec cette vidéo. Après, ce n'est que mon avis. Faites-en ce que vous voulez. Everything is Content Now de Patrick H. Willems. Everything is Content, autrement dit, tout est du contenu maintenant. C'est un constat que Patrick Willems n'est pas le premier à faire, mais il a l'art et la manière de poser les choses, de poser les questions à plat, avec beaucoup de talent et de manière, là encore, parfaitement accessible. Je mets pas beaucoup de vidéastes américains dans mon top, pourtant j'en regarde, mais je mets un point d'honneur à garder des vidéos accessibles à tout un chacun, et c'est la force de ContraPoints, mais aussi de Patrick Willems. Patrick Willems, il a fait plein de vidéos hyper intéressantes, il en a fait une sur RRR et le cinéma indien, il en a fait une sur qu'est-ce qui est cinématographique qui m'avait beaucoup plu. J'en avais parlé là encore dans une de mes vidéos, ma vidéo sur les films tirés de séries. Patrick Willems donc, il part de ce constat que aujourd'hui on appelle contenu un peu tout et n'importe quoi. Le contenu des plateformes, que ce soit des films, des séries ou même maintenant avec Netflix des jeux vidéo. Les créateurs web qui ne seraient que des créateurs de contenu qui produisent des TikTok, des Reels Insta, des vidéos YouTube ou des tweets. Alors peut-être que vous vous dites, ouah putain c'est gonflé quand même de la part du mec qui a fait une vidéo pour dire qu'on s'en foutait de dire doubleur, de choisir dans son top une vidéo qui explique que c'est problématique d'utiliser le mot contenu. Ça n'a rien à voir. D'abord, Patrick Willems s'intéresse à comment le mot contenu est apparu, et croyez-moi, c'est plus intéressant que doubleur, qui est juste, pour rappel, un nom d'agent. Un chanteur, c'est quelqu'un qui chante, un doubleur, c'est quelqu'un qui double. En plus de ça, Patrick Willems ne promeut pas dans sa vidéo le fait qu'on devrait tous arrêter de parler de contenu. Au contraire, il part de cet état de fait en disant, les gens disent contenu aujourd'hui, mais il pose la question des implications de ce mot. De en quoi qualifier un film ou une série de contenu plutôt que d'art, c'est quelque chose qui se discute. En quoi mettre sur un pied d'égalité un film de Martin Scorsese et un tweet de Andrew Tate est un petit peu discutable. Il en profite pour parler un petit peu des intelligences artificielles, etc. C'est une vidéo très riche qui pose beaucoup de questions, qui est
très intéressante, qui ne donne pas de solution clé en main, mais qui rappelle que c'est pas forcément une fatalité. Bien sûr, en tant que vidéaste, c'est une vidéo qui m'a beaucoup parlé, mais je pense qu'elle peut parler à tout un chacun. Si vous êtes abonné à une plateforme genre Netflix, vous êtes confronté à cette idée de contenu, et je pense que c'est pas mal d'en parler et de revenir un petit peu sur la question. Patrick Wilhelm, comme d'habitude, le fait très bien, donc intéressez-vous à son travail. Thief Millennium Earl 2 Again, musique vidéo de Lee Hardcastle. Lee Hardcastle, c'est un réalisateur spécialisé dans la stop motion, et notamment la stop motion en pâte à modeler. Vous avez sans doute déjà vu certaines de ses vidéos un peu trash, notamment celle sur les Simpsons, ou Hamster Hell, qui est vraiment une de mes vidéos préférées de tout YouTube. Cette année, il a sorti plusieurs vidéos assez cool, mais j'ai décidé de conserver Millennium Earl 2 Again, qui est en l'occurrence une commande, un clip de rap pour un rappeur qui s'appelle Thief. Le morceau est hyper trash dans ses paroles, et donc forcément le clip l'est aussi. Je crois que c'est vraiment un des trucs les plus trash que j'ai pu voir sur YouTube, et d'ailleurs je me suis posé la question de attends, c'est vraiment sur YouTube ça? Ça l'est, indéniablement, mais avec un avertissement, interdit aux moins de 18 ans, faut avoir un compte, etc., etc. C'est hyper riche visuellement, c'est hyper inventif, et en même temps, c'est un côté trash très régressif. Je pense qu'il faut s'intéresser de manière générale à tout le travail de Lee Hardcastle, et ce clip, je trouve, en est un bon condensé. T'as déjà vu Whitefire, le nanar ultime de Not Serious? À chaque vidéo de gros youtubeurs dans Stop, je me demande est-ce que c'est vraiment utile de le présenter, et puis à chaque fois je me rappelle que je tombe des fois sur des youtubeurs à 4, 5, 6 millions d'abonnés dont je n'ai jamais entendu parler. Donc dans le doute, Not Serious, c'est un vidéaste à la frontière entre Karim Debache et Joueur du Grenier qui chronique des films médiocres. Je dis à la frontière entre Karim Debache et Joueur du Grenier parce que comme Karim Debache, ça décortique un petit peu le film, ça le parcourt chronologiquement et ça s'arrête sur chaque truc qui semble un petit peu déroutant. Mais comme un Joueur du Grenier, ça se met beaucoup en scène dans les vannes, et surtout ça s'investit énormément des fois pour des blagues visuelles qui durent 2 secondes. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup chez Not Serious, ce côté Edgar Wright, ce côté s'il faut mettre des moyens dans un plan qui dure 2 secondes, on va les mettre. Ce qui donne généralement des vidéos très bien rythmées, mais surtout très drôles. Pour le coup, avec Whitefire, il avait un sacré matériau de base qu'il a, je pense, correctement exploité. C'est une de ces vidéos très drôles que vous pouvez regarder, genre quand vous avez des potes à la maison, vous savez, un moment de creux, vous êtes en mode et si on se matait la dernière vidéo de Not Serious, et généralement ça fait l'unanimité. Un peu comme les vidéos Joueurs du Grenier, justement. Alors que le Nostalgia Critique s'enfonce chaque année de plus en plus dans la mélasse et dans le contenu de merde, on peut le dire, Not Serious continue de s'améliorer encore et encore et encore, jusqu'à atteindre, je pense, le niveau de son modèle, le Joueur du Grenier. Sachant qu'en plus, il fait tout ça quasiment tout seul, quasiment sans équipe, avec ses potes, au milieu de nulle part, entre guillemets, parce que c'est quand même la haute saône, tout en sachant s'entourer de youtubeurs de talent, et je ne vise personne. Bref, si vous ne connaissez pas Not Serious, c'est une fois de plus l'occasion de vous le recommander, de vous recommander son travail, intéressez-vous à ce qu'il fait, c'est du lourd. Le retour du chauve et de l'ancien gros de McFly et Carlito. Ça y est, on y arrive, on parle de McFly et Carlito. Pour ceux qui n'ont pas eu l'info, en début d'année, après un auto-roast assez moyen, McFly et Carlito ont décidé de faire une grosse pause dans leur chaîne. Ils ont parlé de burn-out, ils ont parlé de fuite en avant, ils ont parlé de l'état de santé du fils de Carlito, mais je pense qu'il y avait aussi un besoin de prendre du recul un peu sur leur expérience YouTube, qui effectivement était dans une fuite en avant, dans une volonté de toujours faire plus, etc. Sauf que YouTube, bah, il y a un plafond de verre, hein. Quand on n'a pas les moyens de la télé, on peut pas continuer encore et encore à faire des vidéos de plus en plus ambitieuses. Ils ont donc fait une grosse pause et sont revenus en septembre avec un nouveau décor, des nouveaux formats, mais surtout un nouveau ton, un nouveau rythme. Moins de cut et de zoom, moins de guests et plus de vidéos un peu chill, un peu posées, un peu talk tout simplement. Ce qui est vraiment l'exact opposé du parcours typique de youtubeur. Généralement on commence par faire du flux et quand on a attiré suffisamment de gens avec le flux, on se met à faire du catalogue. McFly et Carlito, ils ont commencé directement avec des grosses vidéos mi-flux, mi-catalogue, et maintenant ils font du flux avec des vidéos qui vraiment s'enchaînent, se ressemblent et n'impriment pas du tout la rétine. Des tests d'eau gazeuse, des tests de boissons énergisantes, des tests de chips. En la matière, je préfère 1000 fois un Gurki qu'un McFly et Carlito, désolé. Hein. Mais au-delà de ça, ce qui m'a le plus gêné dans ce retour, c'est que cette prise de recul, cette prise de conscience, et ce qui était un petit peu évoqué dans l'auto-roast, eh ben ça n'a abouti sur rien. Sur aucune vraie remise en question. Quand ils sont revenus, une de leurs premières vidéos, c'était le retour sur leur collab avec Jennifer, cette fameuse collab qui s'est mal passée. Ensuite, ils ont reparlé de leur album, de TikTok Girl, et à ce moment-là, moi je me suis dit, ok, si votre fond de commerce c'est de revenir sur toutes les conneries que vous avez faites, vous êtes tranquille effectivement pour plusieurs vidéos par semaine. Le problème, c'est que si on regarde ces vidéos,
bah y a pas de vraie remise en question en fait. Quand ils parlent de TikTok Girl, ils disent pas c'est une grosse connerie misogyne. Ils disent vraiment on n'a pas compris pourquoi ça n'a pas marché, on n'a pas vraiment anticipé le bad buzz, je pense que les gens ont pas compris le message. Et le pire c'est que la shitstorm TikTok Girl au moment de sa sortie, c'était un des pics de popularité de McFly et Carlito, et du coup les retours ont été catastrophiques. En septembre, après 8 mois de pause, après un burn-out, après Carlito qui a des problèmes de santé avec son fils, et ben la commune McFly et Carlito, je la trouve beaucoup plus gentille. Et les commentaires scandalisés et les critiques légitimes qui étaient dans l'espace commentaire de TikTok Girl en 2022, et ben en 2023, c'est... ouais, les gens ont peut-être surréagi, en vrai le morceau il est pas si mal, etc. Non, c'est toujours une grosse bouse misogyne, TikTok Girl. Simplement le temps a passé, la colère a baissé, l'album a bidé, ce qui fait que quelque part les gens se disent bon ben McFly et Carlito ont eu la punition qu'ils méritaient. Et je suis pas non plus de la team ni pardon ni oubli. Les gens qui resservent toujours à Carlito sa blackface, bon, je pense qu'au bout d'un moment, il a conscience d'avoir merdé, c'était il y a plusieurs années, peut-être qu'il faut passer à autre chose. Mais là, revenir aussi peu de temps après et s'acheter aussi facilement un pardon alors que au fond, on se remet pas vraiment en question, eh ben je trouve ça assez moyen. Et c'est pareil pour la collab Jennifer, ils disent pas vraiment c'était une connerie, ils disent voilà ce qui aurait pu se passer, en vrai c'était pas de si mauvaise idée que ça, on a eu raison de pas le faire, mais quand même, quand on y réfléchit, le produit il était pas si mauvais. Et puis les commentaires c'est, ouah effectivement le produit il était pas si mauvais, j'aurais bien aimé en avoir, etc. etc. Ces vidéos c'est un peu ce que je reprochais à leur auto-roast, c'est-à-dire d'être assez vains au final. Ils revenaient un petit peu sur leur grosse conneries, mais sans plus. Peut-être en se disant que simplement les évoquer permettait de les faire oublier. Mais à mon sens, ça marche pas comme ça. À mon sens, faut qu'il y ait une vraie remise en question quand on est embarqué dans une affaire où on a merdé. Foncièrement. C'est pour ça que ce retour m'a un petit peu posé problème, tout comme leur premier auto-roast et tout comme leur deuxième auto-roast de fin d'année. Qu'est-ce que ça veut dire faire un deuxième auto-roast moins d'un an après le premier ? Qu'est-ce que tu veux raconter en un an de méchant? Et puis encore une fois, ça n'aboutit sur aucune vraie remise en question. Après, je sais pas quel pouvoir magique ils ont, mais je continue d'avoir pour eux toute petite, minuscule sympathie. Et au grand désespoir de mes proches, les tests aux gazeuses, les tests chips, eh ben je les ai quand même regardés. J'ai passé 8 mois sans internet de Masqué. Alors là, vraiment deux salles, deux ambiances. Masqué, youtubeur rap qui est sur la plateforme depuis au moins une bonne dizaine d'années, qui a fait son unmask en fin d'année dernière en même temps que plusieurs Fit and Fun, et qui ensuite a disparu lui aussi pour mieux réapparaître. Mais il n'est pas apparu pour faire du flux en se basant sur ses anciens échecs, non, non, non. Il y a eu, là pour le coup, une vraie remise en question, un vrai questionnement sur qu'est-ce que c'est YouTube, qu'est-ce que c'est Internet, qu'est-ce que c'est notre rapport au web, et en ça, je trouve que la vidéo de Masqué se rapproche un peu de la vidéo d'Emily Plante, Une semaine dans le noir. Il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont dites, il y a beaucoup de conclusions qu'on peut en faire, qu'on aime Masqué ou non. Du coup, que vous aimiez Masqué ou non, et même j'allais dire que vous connaissiez Masqué ou non, eh ben je vous recommande cette vidéo qui est très très chouette. La grosse saucisse de Tonton Ductif. La grosse saucisse de... Onk de Cyriac. Non, une vidéo de Cyriac? Oh, génial. Génial! Cyriac, encore un pionnier du web, un pionnier des effets spéciaux qui s'amuse depuis maintenant au moins 10 ans à faire des vidéos un peu tordues, un peu biscornues. Devant ces vidéos, je ressens un peu la même chose que devant le Morsaymat Festival, c'est-à-dire un mélange de fascination, d'admiration pour la créativité et le côté porte-nawak de la création en question. La petite touche particulière de Cyriac étant quand même ce côté malsain, malaisant et glauque qui s'infiltre dans la vidéo. Entre Liard Castle et le Morsaymat Festival, c'est Cyriac. Je vous recommande toutes les vidéos de Cyriac, je vais pas m'étendre en 1000 ans parce que Cyriac c'est pas le genre de vidéo sur laquelle il y a énormément de choses à dire, c'est simplement une vidéo qu'il faut voir.
Comprendre le kawaii, histoire et contre-culture de Tentacule. Alors là, ma caméra a planté, je sais pas trop pourquoi, mais du coup me voilà reparti pour vous parler de Tentacule, une jeune vidéaste qui a créé sa chaîne il y a à peine plus d'un an et qui parle entre autres de mode et de stéréotypes culturels liés à la mode. Je l'ai découverte avec sa vidéo sur le kawaii, sur son côté contre-culturel qui a été pas mal pris à l'envers au fil des années. Bref, encore une créatrice pleine de potentiel à surveiller dans les années à venir. Le coin du bis 12 dit western italien culte. Alors il n'y a pas beaucoup de vidéos ciné dans ce top, pourtant mine de rien 2023 a été une année riche en excellentes vidéos ciné. Il y a eu la vidéo de Monsieur Bobine sur Chicago qui était un banger, il y a eu le Calmo sur les visiteurs qui m'a fait reconsidérer les visiteurs, ce qui est pas rien mine de rien. J'ai découvert plein de petites chaînes qui parlent assez justement de cinéma, des chaînes divertissantes, des chaînes analytiques, vraiment très très cool. Mais si je dois retenir une vraie excellente vidéo ciné cette année, c'est celle du coin du bis. Si vous êtes comme moi, vous avez forcément des a priori sur le western. Un genre surcodifié, usé jusqu'à la corde, t'as vu un film, t'as l'impression de les avoir tous vus, bref, l'équivalent dans les années 50, 60, 70 du MCU aujourd'hui. Et pourtant, Dieu merci, le coin du bis est là pour retracer l'histoire du western, et notamment du western italien. Un genre dont je ne connaissais quasiment rien en lançant la vidéo, je connaissais juste Le Grand Silence, justement parce que le coin du bis me l'avait recommandé, mais que j'ai découvert à travers cette vidéo, et maintenant j'ai plein de films à voir. À la fois fresque chronologique de l'univers du western italien, de comment il a démarré, de comment il a terminé, explication des codes du western italien et de comment ils peuvent être détournés, présentation des grandes figures, des grands acteurs, des grands réalisateurs du genre, et bien entendu l'amour inconditionnel du cinéma qui transparaît dans toutes les vidéos du coin du bis. Pour l'essence la plus pure du cinéma, même si sa chaîne s'appelle Le Coin du Bis, il ne parle pas que de son amour pour le bis, il parle de son amour pour le cinéma, pour l'art cinématographique, et il en parle vraiment très bien. La vidéo en plus est excellemment bien rythmée, bien montée, il y a un vrai sens du timing, la fin, la conclusion de la vidéo est absolument épique, en plus j'ai découvert sur grand écran, c'était incroyable. Je pense pour moi que c'est la meilleure vidéo ciné de l'année, donc je vous la recommande chaudement. The Book of Henry, une histoire de dingue de Durandal 1. Bon Dudu, si tu regardes cette vidéo, on peut changer le nom des chaînes YouTube. Enlève ce 1, c'est ridicule. Bon alors, The Book of Henry, très clairement, c'est pas la meilleure vidéo ciné de l'année, mais je trouve que c'est malgré tout une vidéo importante de l'année. Durandal, j'en parle régulièrement sur Twitch, c'est un créateur pour qui j'ai une profonde affection, malgré le fait que je sois quasiment jamais d'accord avec ses avis ciné. Je pense que c'est un profil atypique du YouTube ciné, et je pense que c'est une chaîne dont on a encore besoin pour parler d'actu ciné. Il y a, à mon sens, beaucoup trop de chaînes boulimiques de cinéma qui parlent de quasiment tout ce qui sort, mais franchement, si le badminton était aussi populaire que le cinéma, il parlerait de badminton. Il surfe sur ce qui marche, sur ce qui fait parler, et ça c'est les sorties populaires, ciné, Netflix, séries, films, etc. Ils parlent indépendamment l'un de l'autre, etc. Je trouve pas ça très intéressant. Durandal, il a un vrai amour et une vraie fascination du cinéma, que je ne retrouve pas beaucoup chez les chaînes de vlog ciné. Évidemment, je suis plein de chaînes ciné qui font plutôt de l'essai, de l'analyse un peu posée, etc. Mais en termes de vlog, je trouve vraiment que Durandal avait quelque chose en plus. Je dis avait parce que Durandal a fait un choix courageux fin 2022, mettre de côté les vlogs pour faire plus de vidéos analytiques. Mettre un peu de côté le flux pour privilégier le catalogue. J'utilise beaucoup ces termes de flux et de catalogue, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et c'est un choix que je trouve très courageux, mais parfaitement approprié, vu le contenu que fait Durandal. Et alors cette vidéo, The Book of Henry, c'est vraiment une vidéo sortie de nulle part, intégralement en voix off, ce qui est pas dans les habitudes de Durandal. Elle re-raconte un peu l'histoire du film en expliquant qu'est-ce qui va pas, en quoi c'est intéressant, en quoi c'est pas intéressant, un petit côté genèse et un petit côté moquerie entre Mea et Karim Debache. C'est vraiment une vidéo assez intéressante et qui pour moi est importante. Pourquoi importante? Eh ben parce que quand on est une chaîne qui a bâti sa réputation sur les vlogs, les réactions exagérées, etc., sortir une vidéo comme ça, bah c'est assez ballsy, assez osé. Et je crois que ce choix a porté ses fruits en termes de vues, en termes d'exposition, en termes de chiffres. C'est pour ça que pour moi c'est un symbole qu'on peut passer du flux au catalogue sans trop d'encombre. Et c'est un symbole du fait que pour moi, c'est ça l'avenir de YouTube. Comme j'en ai parlé dans ma vidéo sur le sujet, YouTube est selon moi en train de muter en une sorte de Netflix et n'est plus la plateforme du flux, mais plus la plateforme du catalogue. On se pose vraiment devant des vidéos longues et travaillées plutôt que devant
devant des vidéos produites à la chaîne et pas très intéressantes. Donc pour moi, même si c'est pas la vidéo la plus palpitante, la plus intéressante, ni la plus drôle de Durandal, je pense malgré tout que c'est une vidéo à retenir dans le YouTube Ciné 2023. Beautiful Mind de Tom Cardy et Brian David Gilbert. S'il y a bien une collab qui me faisait envie et que j'attendais de toutes mes forces sans le savoir, c'était celle-là. Tom Cardy, vous le voyez régulièrement dans les zappings YouTube, c'est un musicien slash chanteur qui fait des vidéos courtes, humoristiques au format vertical, bien montées, bien rythmées, très drôles, vraiment, je vous recommande son travail. Brian David Gilbert, c'est lui aussi un chanteur musicien avec un univers un peu décalé et des vidéos plutôt drôles, mais qui est sur la plateforme depuis beaucoup plus longtemps. La sortie cette année d'un feat entre ces deux créateurs aux univers si proches et dont j'adore le travail, pour moi ça a vraiment été le choc. J'étais en mode oh putain mais oui. Et la vidéo est à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre d'une collab comme ça. C'est super drôle, c'est super cool, la musique reste à mort dans la tête, c'est vraiment trop bien. Je vais pas en parler 1000 ans parce que c'est une vidéo de 2 minutes, mais regardez-la. Le record Pokémon que personne ne battra, genre jamais, de Nyonx. Ou Nyon X, je sais pas. Bon, j'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais il y a vraiment définitivement une nouvelle méta storytelling. Il y a aussi une nouvelle méta dans cette méta, c'est le storytelling jeu vidéo. Et il y a même une méta dans la méta de cette méta, le storytelling jeu vidéo speedrun. Cette année, j'ai découvert quasiment en même temps 5 ou 6 youtubeurs storytelling speedrun jeu vidéo. Je pense le plus connu, il me semble, c'est Combo. Mais j'ai aussi découvert cette vidéo de Nyonx, un youtubeur qui a pas beaucoup d'abonnés. Surtout compte tenu des vues astronomiques qu'a fait cette vidéo. Je pense que pour beaucoup de gens comme moi, cette vidéo est apparue dans les recommandations et les suggestions de vidéos. La miniature était assez bien travaillée, le titre assez intriguant. Je pense qu'on a été nombreux à cliquer dessus par curiosité. Bon, je sais pas qu'est-ce que ce mec a fait d'autre, à vrai dire, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, mais si il en a autant sous le capot que le laisse supposer cette vidéo, ça va être un créateur à surveiller dans les années à venir. Alors évidemment, il a pour avantage de partir sur Pokémon première génération. Actuellement, la population YouTube, c'est vraiment les 25-35 ans, et c'est ceux qui ont le plus joué à ce jeu. C'est sans doute même un des jeux auxquels a le plus joué les gens de cette génération. Non, j'ai pas dit 2 fois la même chose, c'est 2 phrases différentes, c'est 2 idées différentes. Revoyez au ralenti, vous comprendrez. Cette vidéo, pour moi, se démarque quand même un petit peu des autres YouTubeurs speedrun, parce que il ne base pas tout sur son storytelling, dans le sens, il ne base pas tout sur sa narration. Il laisse plus de place à l'exploit en lui-même que d'autres youtubeurs speedrun qui se contentent parfois à mon goût de commenter à la place du mec qui fait le speedrun, voire parfois de commenter tout court la performance sans laisser du tout de place au speedrunner. Là, la narration met bien en avant les pics de stress, les pics d'excitation, les vraies émotions du joueur. Il prend bien le temps d'expliquer en quoi chaque exploit est un vrai exploit, tant et si bien que même si on ne connaît rien au speedrun Pokémon, et Dieu sait que je ne connais rien au speedrun Pokémon, on prend assez vite conscience grâce à ces explications des tenants et aboutissants et de ce qu'impliquent les exploits du dit joueur. Ce qui fait que quand le dit speedrunner arrive finalement à ses fins, et ça c'est beau, eh ben on est aussi heureux que lui, alors que une demi-heure avant, on ne savait rien de cette discipline. Et pour moi, la petite touche en plus de cette vidéo de Nyonx, c'est aussi qu'il tire une conclusion de cette histoire et qui répond à son titre un peu putassier. Ce record que personne ne battra jamais. Il le prend à revers et il explique pourquoi ce titre il est vrai et en même temps il est faux. Donc voilà, c'est la petite vidéo qui a popé un peu par hasard dans les suggestions de beaucoup de gens. Et si cette personne continue sur cette lancée, je pense que ça va être encore une fois un créateur à suivre dans les prochaines années. Est-ce vraiment rentable de payer ses piles plus chères de bricolage c'est cool? Vous aussi? Vous aussi cette vidéo a popé dans vos suggestions de vidéos alors que, de ce qui vous semble, vous n'avez regardé aucune vidéo qui se rapportait ni de près ni de loin à ce sujet? Et vous aussi, vous avez cliqué par curiosité? Et peut-être parce que, après tout, c'est vrai, vous vous posiez cette question depuis un bon moment sans jamais vraiment oser la formuler? Cette vidéo, pour moi, c'est un peu la preuve que des gens peuvent continuer d'émerger via l'algorithme. Les créateurs se plaignent beaucoup de l'algorithme en disant ouais, l'algorithme est cassé, l'algorithme m'a dans le nez, il me met plus du tout en avant, l'algorithme met toujours en avant les mêmes choses. Chacun est maître de l'algorithme d'après moi, et si YouTube vous propose toujours les mêmes choses, c'est peut-être que vous regardez toujours les mêmes choses. C'est à mon sens assez facile de reprendre le contrôle de l'algorithme et de faire en sorte qu'il vous propose de nouvelles têtes assez régulièrement. Et pour moi, au vu des chiffres
absolument pharaonique de cette vidéo qui semblait sortie de nulle part, l'algorithme réserve encore quelques surprises aux spectateurs YouTube les plus assidus. Alors évidemment, c'est pas une vidéo iconoclaste, c'est pas une vidéo à tomber à la renverse d'originalité, hein. Ce truc de on teste des idées reçues, on voit si tel truc est vrai, c'est aussi une trend de YouTube à ce moment-là. Mais ce mec, dont j'ignorais totalement l'existence avant cette vidéo, bricolage c'est cool, il a décidé de répondre sérieusement à la question en faisant des tests rigoureux, à l'inverse de certains youtubeurs divertissement qui testent tout et n'importe quoi sans rigueur, simplement parce qu'ils savent que ça va faire du clic. Il y a même des youtubeurs qui testent 50 de ces trucs dans la même vidéo. Ça n'a absolument aucun sens. Là, bricolage c'est cool, c'est son cœur de métier, c'est le cœur de sa chaîne, il est, me semble-t-il, légitime pour répondre légitimement et rigoureusement à cette question. De fait, la vidéo est assez intéressante, même passionnante, oserais-je le dire, et les conclusions qui en découlent me font relativiser un certain nombre de choses. Vu le nombre de vues de cette vidéo, je me demande même si ça va pas avoir un impact sur les ventes de certaines marques. Mais peut-être que je m'emballe. En tout cas, c'est une vidéo dont on avait besoin, sans le savoir, une vidéo qui a popé dans les suggestions de beaucoup de gens, et quelque part, moi ça me fait plaisir de savoir que c'est encore possible, pour un petit créateur, de sortir de nulle part parce qu'il a sorti la bonne vidéo au bon endroit, au bon moment. Comme quoi, c'est aussi une histoire de chance YouTube, et je pense qu'un certain nombre de créateurs et de coachs en développement personnel ont tendance à oublier. Now and Then, The Last Beatles Songs Short Film de The Beatles Vevo. Oui, je mets une chanson des Beatles dans mon top de l'année. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux te battre? Pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, les Beatles au grand complet, c'est-à-dire les 4 membres des Beatles, ont sorti cette année une nouvelle chanson. Ce n'est pas une blague. Et ce n'est pas une chanson créée par intelligence artificielle, comme j'ai pu le lire à droite à gauche. C'est bel et bien une chanson écrite, composée et interprétée par les 4 membres des Beatles. Je vais pas vous raconter comment tout ça a pu se produire, parce que c'est justement le sujet de la vidéo. Mais pour faire court, ça fait des années qu'on a une cassette où John Lennon chante une chanson, mais on n'arrivait pas à séparer sa voix et les instruments, donc on ne pouvait rien en faire, ou quasiment rien en faire. Mais avec les progrès de la technologie et de l'intelligence artificielle, on a finalement réussi à isoler correctement la voix de John Lennon, et de fait à faire ce morceau avec John Lennon au chant, Harrison à la guitare, Paul McCartney à la basse et Ringo à la batterie. J'espère ne pas avoir dit de bêtises. Pourquoi j'ai choisi cette vidéo dans mon top ? D'abord parce que je trouve la chanson assez réussie, assez entraînante et que je l'aime bien. En plus, ils ont un peu orchestré la piste instrumentale, ce qui fait que c'est assez joli, assez épique et ça sonne vraiment bien pour une dernière chanson. Mais en plus, pour moi, c'est la preuve que l'intelligence artificielle, c'est pas intrinsèquement mauvais. En fait, il faut distinguer l'intelligence artificielle à qui on confie des travails techniques et l'intelligence artificielle à qui on confie un travail artistique. De tout temps, l'homme a toujours voulu que le robot le dispense de tâches rébarbatives, pénibles, fastidieuses, et même dangereuses si on doit parler du travail manufacturé, des usines, etc. Bon, parlons du métier de vidéaste, parce que c'est le métier que je connais le mieux. Il y a beaucoup de tâches dans le métier de vidéaste qui sont des tâches rébarbatives, pénibles, et qui ne demandent pas vraiment d'intention artistique. Par exemple, détourer quelqu'un. Bon, il y a des gens qui ont un très bon savoir-faire en la matière, mais c'est pas vraiment un travail artistique. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, mais qui est pas palpitant, qui est pas enthousiasmant, et où un créateur ne peut pas vraiment apporter sa touche personnelle. Il y a des gens qui le font bien, il y a des gens qui le font moins bien, comme tout travail technique. Pareil pour le dérochage, sortir toutes les prises qui sont pas bonnes, ben c'est juste un travail technique chiant, relou, qui est pas drôle à faire, mais qu'il faut bien faire, c'est une étape nécessaire pour passer au montage, qui lui permet vraiment d'emprunter, qui lui permet vraiment de laisser une empreinte artistique. Je confirme, c'est très très chiant. Et ben toutes ces tâches techniques, si des intelligences artificielles aident à les automatiser et à les rendre moins pénibles et fastidieuses, c'est un plus. Et ça laisse plus de temps au créateur pour travailler sur les parties réellement artistiques. L'écriture, le tournage, le montage. Il faut vraiment voir l'intelligence artificielle comme un outil. Automatiser l'art, d'après moi, c'est une gigantesque connerie. Parce que c'est considérer que la création artistique peut être assimilée à un travail technique. Et si on ne ressent plus le besoin de mettre de l'artistique dans l'art, je pense que ça en dit long sur la société. Et je dis cette phrase de manière non ironique. Mais l'intelligence artificielle n'est pas une mauvaise chose en soi. Il faut vraiment le voir comme un outil qui peut supporter, soutenir et améliorer les créations artistiques. Ce qu'il faut, c'est ne pas les substituer à la création. Et Now and Then des Beatles en est pour moi
une belle illustration. Parce que ce morceau, s'il a été rendu possible par l'intelligence artificielle, est quand même le fruit de création humaine et a beaucoup plus d'âme que tous ces morceaux style Beatles créés par des intelligences artificielles comme des démos techniques qui certes peuvent s'écouter mais restent quand même sans âme. Créer et détruire la plus grande licence d'Occident de The Great Review. Bon, je ne pouvais décemment pas faire un tour d'horizon de l'année 2023 sans parler de The Great Review et de la petite polémique autour de cette vidéo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, The Great Review, c'est un YouTuber storytelling jeux vidéo qui raconte des histoires et qui les raconte très bien. En l'occurrence, cette vidéo parle de la licence Call of Duty, de son histoire mouvementée. Moi, je m'intéresse pas du tout à Call of Duty, j'ai trouvé cette vidéo passionnante et palpitante, j'ai adoré, c'est génial, bravo, bravi. En cela, elle aurait mérité sa place dans le top 10 quoi qu'il arrive. Le problème, c'est qu'en fin d'année est sortie une vidéo de HBomberGuy, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, et qui parle du plagiat sur YouTube, et notamment du plagiat chez les youtubeurs storytelling. C'est une vidéo qui a ouvert les yeux à plein de gens, c'est un youtubeur qui est suivi un peu partout dans le monde, et donc après la sortie de cette vidéo, beaucoup de gens se sont posé la question de est-ce qu'on a des plagieurs dans le YouTube français? Je pense qu'on en a beaucoup, et je pense que cette nouvelle méta du storytelling mériterait d'être un peu creusée pour voir combien de ces nouveaux youtubeurs storytelling ont pompé des scripts américains, parce qu'à mon avis il y en a un paquet. Et attention, je parle de pomper, pas de reprise en citant la source. Ça a son importance. J'ai parlé de la vidéo de Feldup tout à l'heure sur myhouse.wad. À mon sens, dans la mesure où il a été annoncé clairement dès le début que cette vidéo est particulièrement inspirée d'une vidéo américaine, je pense qu'il n'y a pas de question de légitimité à se poser. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs chez qui il faudrait un petit peu creuser cette histoire de plagiat, mais Twitter a décidé de porter son attention sur The Great Review. Notamment parce que The Great Review avait déjà fait parler de lui dans ses histoires de plagiat. Sa vidéo sur Shadow of the Colossus a quasiment le même titre et la même miniature qu'une vidéo américaine. Ses vidéos sur le Capture the Flag de Shia LaBeouf sont très inspirées d'une vidéo américaine sur le même sujet. Et donc à ce moment-là, le web est revenu un peu sur sa vidéo Call of Duty, qui tire énormément de ses infos d'un livre de Ned Sabes consacré au même sujet. Bon, cette histoire a pris une ampleur qui me semble un petit peu démesurée. Très clairement, ici, le mot plagiat et plagieur me semble complètement disproportionné pour parler de cette histoire. Très clairement, The Great Review n'a pas cité ses sources, et très clairement, il aurait dû le faire, d'autant plus que cette source-là, elle est quasiment à la base de toute la vidéo. En soi, c'est pas une mauvaise chose de se baser sur un livre pour raconter une histoire, simplement c'est bien de citer le livre. Pour autant, je trouve que The Great Review a très mal réagi. Il a fait une vidéo réponse de presque 20 minutes, me semble-t-il, sur Twitter, en expliquant que bon, bah quand même, citer les sources c'était chiant, etc. Que quand on travaille autant que lui, qu'on a autant d'onglets ouverts quand on prépare une vidéo, on pense pas à tout sauvegarder, etc. Je comprends ce qu'il a voulu dire, je suis même un peu d'accord sur le principe, mais il aurait quand même fallu au moins s'excuser et citer les sources. Tout se serait réglé beaucoup plus simplement s'il s'était juste excusé. Au lieu de ça, il s'est drapé dans son indignation en disant que ces critiques étaient vraiment l'objet de jaloux qui n'avaient rien compris. C'était vraiment la pire réaction à avoir. Et mine de rien, ça a écorné l'image de The Great Review auprès de beaucoup de gens. Alors on en reparlera quand on parlera de la vidéo de HBomberGuy. À mon sens, tout ça a pris des proportions un peu disproportionnées. Je trouve même qu'il y a des gens qui en ont profité pour étaler de la pure méchanceté. Mais bon, ça c'est le jeu du Twitter de Elon Musk, hein, encore une fois. Mis à part ça, je trouve la vidéo très réussie. Regardez-la. Cyprien, l'adolescence. Bon, je sais ce que vous dites peut-être. Cyprien, dans le top des vidéos de l'année. En plus, c'est un podcast, c'est même pas un court-métrage, c'est vraiment juste le dernier podcast de Cyprien. Est-ce que t'es sérieux? Bah ouais, je suis sérieux, je suis même particulièrement sérieux parce que on a trop tendance à vouloir ringardiser ou mettre dans un coin Cyprien, alors que encore aujourd'hui Cyprien c'est un des darons du game. Et je dis pas ça parce qu'il est effectivement daron depuis quelque temps, vraiment ça a toujours été un des darons. Parce que là où d'autres youtubeurs n'ont pas cherché à se renouveler, sont restés un petit peu dans les mêmes recettes et ont sombré dans l'oubli, voire pire, Cyprien il a toujours essayé de se réinventer, il a toujours essayé de proposer de nouvelles choses, son jeu vidéo, sa bande dessinée, son dessin animé, sa saga MP3, OMG des sagas MP3. C'est pas quelqu'un qui allait chercher le buzz là où il était, c'est pas quelqu'un qui suivait les trends, c'est quelqu'un qui a toujours voulu faire les projets qui l'intéressaient. Il a voulu faire des courts-métrages à l'époque où c'était déjà suicidaire de faire de la fiction sur YouTube, il a voulu faire
faire de la saga MP3 en sachant pertinemment que ce serait jamais rentable. Bref, c'est un mec qui suit ses envies et ça c'est quelque chose que je respecte profondément en tant que créateur. Et cette année, il a sorti un podcast, comme on ose encore les appeler alors qu'on sait pertinemment que c'est pas le bon terme. Bref, une petite vidéo humoristique en face caméra comme il l'a fait 1000 fois depuis maintenant... voilà, presque 15 ans. Il a fait des trucs sur les profs, sur le vélo, sur la Wii U, sur les vieux et la technologie, etc. Et aujourd'hui, il fait un truc sur l'adolescence. Mais Cyprien, il ne ronronne pas. Il ne se repose pas sur ses acquis. Même quand il fait une vidéo au style surcodifié depuis encore une fois presque 15 ans, il va y mettre sa patte et il va mettre les moyens pour renouveler un petit peu la formule. Alors c'est pas non plus du grand cinéma, c'est pas ce que je dis, mais il a quand même cette volonté de ne pas rester dans la facilité et de s'embêter un petit peu, si j'ose dire, à faire une mise en scène qui tient la route, qui a un petit peu de la gueule et à essayer de sortir un petit peu du cadre YouTube et de faire des choses dont il peut être fier malgré le fait que ce soit un petit sketch face cam sur les ravages de l'adolescence. Franchement, il aurait pu faire tous les personnages avec des chants contre chants, etc. comme il le faisait il y a 10 ans, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher. Mais c'est un mec qui cherche en permanence à pousser plus loin les curseurs, à vouloir faire autre chose tout en restant dans quelque chose qu'il sait faire. Et ça aussi c'est un truc que j'aime beaucoup. On reproche souvent en vidéo de Cyprien d'être un peu niaise, d'être un peu naïve. Mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure pour parler de Everything Everywhere All At Once, je pense que c'est important de remettre cette sincérité et cette naïveté dans ce monde un peu trop méta, dans ce monde un peu trop postmoderne, dans ce monde un peu trop cynique où c'est ringard d'être sincère. Je pense que les vidéos de Cyprien, c'est ce petit bonbon qui me fait plaisir. Je pense que les vidéos de Cyprien sont encore réussies à plus d'un titre. Pas toutes, il y en a qui, justement, je trouve, sont pas très inventives et pas très intéressantes. Mais bizarrement, quand il s'agit de faire quelque chose qu'on a l'impression d'avoir déjà vu 1000 fois, encore aujourd'hui, il arrive à être un game changer. Donc voilà, je sais pas ce que vous en penserez, vous le direz en commentaire, mais je pense que dans cette époque un peu trop cynique à mon goût, les vidéos de Cyprien, elles me font du bien. Malik Bentala, l'heure de trop sur T-News. Bon, on va pas se mentir, cette vidéo elle rattrape un petit peu le coup du Star Talent de Sonic. Non, parce que si vous connaissez ma chaîne et mes vidéos doublage, vous savez que je porte pas Malik Bentala dans mon cœur. Mais là, je dois bien reconnaître qu'il a bien remonté dans mon estime. L'heure de trop, comme son nom l'indique, c'est donc une parodie de l'heure des pros de CNews, et c'est une parodie comme, hélas, on a perdu l'habitude d'en voir. Que ce soit sur les médias traditionnels ou sur le web. Sur les médias traditionnels, parce que déjà toutes les chaînes de Bolloré ont interdiction formelle de faire des parodies des formats phares de Bolloré, on a déjà vu ce qui a pu arriver à d'anciens humoristes de Canal, et on constate aussi que c'est une des cibles que Brut a épargné tout au long de sa diffusion. Alors on pourrait le faire sur les autres chaînes de télé, mais comme au fond n'est pas spécialement mieux, on évite de la ramener. Et hélas, on peut pas forcément le faire sur le web parce que un plateau comme ça et tout, ça coûte de la thune, et de la thune sur le web, on en a pas forcément. Là, Malik Bentala a sorti sa parodie de l'heure de trop et je la trouve absolument incroyable. Tous les persos sont incroyables et criants de vérité. Mention spéciale pour la Elisabeth Lévy qui semble presque trop réaliste pour être vraie. Je me permettrais d'ajouter que d'après mes infos, l'élève aurait crié « Allahu Akbar ». Voilà, comme par hasard. Hop là. Attendez, toi. L'élève était sourd et muet. Ah, mais comment a-t-il fait? Il a crié en langage des signes. Alors dites-moi comment on crie Allahu Akbar en langage des signes, vraiment là. Voilà. Non, mais surtout, que faisait un ado dans une classe à 15h en plein après-midi? Je pose la question. Et puis putain, ça fait du bien aussi de voir ça. Ça fait du bien, putain. Depuis les Guignols, on n'a plus des trucs comme ça. Ah, je l'ai vraiment vécu comme une bouffée d'air frais, ce sketch. Et je suis pas le seul d'ailleurs, il a buzzé comme rarement une vidéo a buzzé sur Twitter. Ça y est, dans les commentaires, tout le monde était extrêmement enthousiaste. Franchement, la vidéo est très drôle, du début à la fin. Et moi, ça m'a rappelé la bonne vieille époque où on faisait des bonnes parodies comme ça, ça me manque. Et c'est bien que Malik Bentala l'ait fait. Bravo à lui. Les crimes du Docteur Satan, Marcel Petiot, souviens-toi le siècle dernier de Alphonsine Vintage. Alphonsine Vintage, une créatrice que j'ai découvert cette année et à laquelle j'ai bien accroché, il faut le dire. Alors Alphonsine Vintage, c'est une chaîne de chroniques, retour un petit peu dans le passé. Cette année, elle a fait entre autres des histoires criminelles, mais elle fait pas que ça. Elle a fait une vidéo pour parler des Skyblogs, elle a fait une vidéo pour parler de Chicken Run. Globalement, ces vidéos sont assez cool. Alors des chaînes d'histoires criminelles, il y en a quand même un paquet, mais la petite touche d'Alphonsine Vintage, comme son nom l'indique,
historique, c'est le look, le cadre et tout ce côté un peu retour dans le passé. Bref, tout ça nous donne une ambiance de l'époque, j'allais dire, toute proportion gardée, qui nous replonge un petit peu, qui nous met dans une espèce d'ambiance qui est très agréable, je vais pas vous mentir. Dans le même genre et en même temps d'un style opposé, on a aussi Self-Historique, une autre créatrice que je vous recommande chaudement. Alphonsine Vintage a fait des chouettes vidéos cette année, mais j'avais envie de vous parler de celle du Dr Petiot parce que c'est quand même assez horrible ce qu'a fait ce mec. Je veux pas vous spoiler, mais c'est assez gratiné et je trouve que justement le style et la rigueur avec laquelle Alphonsine recrée cette ambiance un peu vintage rend le récit plus intéressant, plus palpitant et plus accurate, si j'ose dire, que si Squeezie avait traité le même sujet. Donc voilà, Alphonsine Vintage, et j'en profite d'ailleurs pour faire la pub de Self-Historique, c'est deux chaînes de femmes vidéastes à surveiller et à vous abonner. Les influenceurs sont-ils tous gênants de Sabine? Sabine, encore une femme vidéaste que j'ai découvert cette année. Mais là, pour le coup, j'ai plus d'excuses parce qu'elle s'est lancée il y a à peine plus d'un an. Sabine, donc, c'est des petites vidéos, des sortes de mini-essais un petit peu édito, si j'ose dire, qui revient sur un fait de société, un phénomène de société, une actu, et qui essaye de l'analyser et d'en tirer des conclusions. Je l'ai découvert avec cette vidéo sur les influenceurs. Les influenceurs sont-ils tous gênants? Que j'ai trouvé assez intéressant. Elle part d'une vidéo qui a fait le buzz un petit peu, à savoir une influenceuse qui se prenait en photo en bikini près d'une piscine, redonne le contexte de cette photo et en profite pour poser la question de quelle place les influenceurs ont dans l'espace public, quelle place ils prennent, en quoi c'est important qu'ils prennent cette place, qu'est-ce que ça implique dans notre société, à travers différents exemples choisis. Elle pose également la question de la sincérité des influenceurs, quand tu te mets en scène dans un TikTok en train de rigoler avec tes amis, qu'est-ce que ça implique, etc. Beaucoup de ces vidéos sont intéressantes, mais en l'occurrence, comme j'ai découvert sa chaîne avec celle-ci, eh ben c'est celle-ci que je vais vous recommander. Le secret des VHS de Noël Leclerc, documentaire de Thomas Monguin @. Alors je sais pas ce qui s'est passé cette année, mais les gens ont redécouvert les VHS de catalogue de Noël. Pourtant c'est un vieux truc, hein, ça date des années 90, et je crois que les réseaux en reparlaient un petit peu déjà il y a 3-4 ans. Hein. Mais là cette année, il y a plusieurs vidéastes qui ont décidé de s'y intéresser. Le plus connu c'est JDG qui a fait une vidéo qui est pas sa meilleure d'ailleurs sur le sujet. Mais il y a quelqu'un qui a eu un autre angle, c'est Thomas Monguin. Et Thomas Monguin, plutôt que de se moquer de tous les trucs un peu cringe de ses vidéos, il a décidé d'en retracer la genèse. Comment elles sont nées, qui en a eu l'idée, quelles ont été les réactions à l'époque, et il interview des gens, notamment les enfants comédiens de ces cassettes-là. C'est une vidéo très documentée, très travaillée, il y a encore quelques lacunes techniques, mais c'est quand même pas mal. Et surtout, ben, c'est plus ou moins la première vraie vidéo de ce mec qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, a 67 abonnés. Au moment où j'ai commencé à réfléchir à cette vidéo, il en avait 32. J'ai parlé de la vidéo de Nyonx sur le speedrun Pokémon, j'ai parlé de Bricoler c'est cool qui a fait sa vidéo sur les piles, mais pour moi la découverte de cette vidéo, la découverte de ce vidéaste qui, au moment où j'ai regardé, devait avoir à mon avis 25 abonnés grand max, bah pour moi c'est la preuve que des talents peuvent encore émerger sur YouTube, évidemment, qu'on peut se lancer sur YouTube, qu'on peut faire des vidéos sur YouTube en partant de zéro, contrairement à cette idée reçue qui voudrait que, eh ben non, aujourd'hui c'est trop tard pour se lancer sur YouTube. Non, c'est pas trop tard. À partir du moment où tu fais du taf de qualité et que, on va pas se mentir, encore une fois, t'as un petit peu de bol, eh ben ta vidéo peut émerger, peut faire parler d'elle, etc. machin. Mais ça me tue que ce mec n'ait que 67 abonnés. Alors vous allez me faire plaisir, je veux que d'ici, on va dire, une semaine après que cette vidéo soit sortie, son nombre d'abonnés soit au moins multiplié par 10. Franchement, c'est facile, vous pouvez le faire. Donc voilà, encore un vidéaste dont il va falloir surveiller le travail dans les années à venir, parce que si toutes ces vidéos sont de cette qualité, eh ben j'ai hâte de voir ça. Squeezie n'aura pas ma peau, GP Explorer 2, de Horty _. Bon alors évidemment, le GP Explorer 2, c'était un des gros événements de cette fin d'année sur le web français. Il y a eu le documentaire de Squeezie qui était intéressant, mais qui pour moi n'était presque qu'une redite du premier. Il y a eu la vidéo de Mr V qui était très rigolote. Il y a eu tout un tas de vidéos assez intéressantes sur le sujet, et puis il y a eu la vidéo de Horty. La vidéo de Horty, c'est pour moi la meilleure sur le sujet, parce qu'elle aborde le côté vraiment pas rose de cet événement, sans minimiser la difficulté des épreuves comme certains ont pu le faire en mode ouais c'était des moments difficiles mais finalement on s'en est ressorti et puis voilà, fin de l'histoire, et sans non plus tomber dans la polémique en mode c'était vraiment un calvaire, la vérité sur le GP Explorer, etc. Non non, c'est vraiment un angle assez personnel, assez cool. C'est aussi important, je pense, d'écouter la parole des quelques femmes qui étaient invitées sur le GP Explorer, de comment elle a failli être dégagée, de comment la course s'est mal passée. Bref, je pense que c'est vraiment très important de voir aussi ce côté-là du GP Explorer. On dit toujours l'histoire est écrite par les vainqueurs. Je pense que c'est bien aussi de lire l'histoire des
vaincu. Et la vidéo de Horty est extrêmement sincère, extrêmement complète, sans être voyeuriste, sans être encore une fois inutilement polémique, inutilement drama. Je pense que s'il y a une vidéo à voir concernant le GP Explorer 2, c'est celle-ci. Plagiarism and YouTube de H-Bomber Guy. Alors H-Bomber Guy, je sais pas comment il fait, il sort très rarement des vidéos, mais à chaque fois qu'il sort une vidéo, c'est une bombe. Et pas une bombe dans le sens on en parle beaucoup et elle est très regardée. Une bombe dans le sens elle fait des dégâts. Plagiarism and YouTube, c'est une vidéo qui a fait beaucoup de dégâts à sa sortie, j'en ai parlé tout à l'heure pour parler de la vidéo de The Great Review, mais c'est une vidéo qui je pense va aussi faire date pour toute la suite de ce qui va être fait sur YouTube. Il y aura un avant et un après. Parce que je pense que maintenant, les gens vont être un petit peu plus vigilants sur le sujet. Et j'ai parlé de la nouvelle méta du storytelling tout au long de cette vidéo, mais je pense que cette année, là en 2024, elle va en prendre un coup si jamais certains youtubeurs se font pincer pour plagiat. D'ailleurs, elle va aussi imposer plus de rigueur à tous les futurs youtubeurs storytellers qui vont citer leurs sources parce qu'ils veulent pas se faire épingler. Plagiarism and YouTube, c'est une vidéo qui parle avant tout du YouTube américain, qui parle de youtubeurs comme Illuminati ou de James Summerton, de créateuristes qui ont vraiment merdé sur toute la ligne en recopiant parfois mot pour mot les vidéos des autres. Et même si c'est deux exemples forts sur lesquels H-Bomber Guy s'acharne tout au long de cette vidéo, au fond ce ne sont que des exemples. Et c'est bien tout ce qu'il y a à retenir de cette vidéo absolument passionnante, hein. On ne voit pas du tout passer les 3 heures, c'est de l'anglais assez accessible, il y a des sous-titres, donc vraiment n'hésitez pas à aller la regarder. Allez regarder globalement toutes les vidéos de H-Bomber Guy, notamment sa vidéo sur le ouf si vous ne l'avez pas déjà fait. Bref, c'est une vidéo qui a déjà eu un énorme impact, qui va en avoir, qui va continuer d'en avoir. Je pense que c'est une vidéo dont on va continuer de parler dans les années à venir. Donc évidemment, c'est une des vidéos de 2023. Les pubs de voitures, l'analyse de Mr JD. Je sais pas s'il y a tant à dire sur cette vidéo, si ce n'est que... bah c'est le retour des analyses de pub quoi. Après 5 ans d'absence, bordel, qu'est-ce qui nous avait manqué? Les pubs de voiture, c'est donc le retour de Mr JD et Monsieur Connard. C'est la conclusion de l'arc narratif On doit de la thune au grand JD, à travers une intro et une conclusion absolument épique. En termes de mise en scène, en termes de fiction, c'est vraiment très cool et c'est vraiment bien fichu. Ce qui n'enlève rien évidemment au cœur de la vidéo, à savoir l'analyse des publicités, toujours pertinente et toujours rigolote. Bref, je suis on ne peut plus content de retrouver mes deux joyeux lascars. J'espère qu'il nous prépare de nouvelles vidéos pour 2024, même si évidemment on saura se montrer patient après cette longue attente. On saura attendre le temps qu'il faut pour les vidéos suivantes. Le Black Club avec Joyka, Feldup, Raska, Luciole et Jupiter de Théo Babac. Ah là là, ce brave Théo Babac. C'est pas pour me la ramener, hein, mais moi je connaissais Théo Babac avant qu'il soit cool. Je le suivais déjà il y a 5 ans, à l'époque du journal de 20h1 et de l'inspecteur Tam Tam, et j'ai été absolument subjugué par son glow-up stratosphérique où hyper vite il s'est retrouvé dans les vidéos de Léopold, de Cyprien, de McFly et Carlito, de Joyka. Il s'est retrouvé partout à une vitesse stratosphérique parce que bah c'est un gars hyper sympa. Il a une bonhomie, une énergie, un humour absurde qui n'est pas sans me déplaire. Bon, cette année, il a enchaîné les galères, hein, notamment avec sa vidéo improvisée, surprise, etc. où ça s'est mal passé, son petit bid, comme il l'a appelé. J'ai l'impression que ça n'a pas été une année facile pour lui, mais il l'a terminé d'une bien belle manière avec son Black Club. Alors en soi, le concept est pas nouveau, hein, c'est une version à peine déformée de qui ressort, de jokes de papa, etc. Bref, c'est vraiment pas nouveau comme concept. Et pourtant, il se dégage un truc particulier de cette vidéo. C'est vraiment pas un jokes de papa ou un Kiri sort qu'on a l'habitude de voir sur d'autres chaînes. Hein. Même les gens qui sont présents dans les vidéos, hein, vous regardez un Turi Tuper de Joyka, ça c'est pas du tout la même ambiance que ce Black Club. C'est une sorte de trip mi-régressif, mi-nostalgique avec des références d'il y a 10 ans, des blagues où on a l'impression que les vidéastes invités ont au moins 30 ou 40 ans de plus. Et puis surtout, Feldup, il est on fire, hein. Je ne l'ai jamais vu comme ça et je pense que vous non plus. En plus, le cadre est route, c'est une vieille cave dégueu. La punition, c'est de se prendre des ballons d'eau, donc ils finissent complètement trempés. C'est vraiment, c'est une vidéo sale, j'ai envie de dire, cette vidéo. Elle est sale en termes d'humour, elle est sale en termes d'image, elle est sale en termes de tout, et du coup, il s'en dégage une sorte de magnétisme un peu particulier. C'est une vidéo, je l'ai vu sortir, je me suis dit, wow. Et puis je l'ai vu et j'étais en mode... Donc vraiment, regardez cette vidéo, c'est un de mes conseils de fin d'année. Et enfin, la dernière vidéo de cette liste, la rencontre des 3 héros featuring Luffy et Naruto de Brigitte Lecordier. C'est sans aucun scrupule que je vous conseille et recommande cette vidéo de Brigitte Lecordier, dans la mesure où, à aucun moment de sa création, je n'ai été impliqué. Donc il n'y a pas de conflit d'intérêt, vraiment, je vous conseille cette vidéo.
à laquelle je n'ai pas participé ni de près ni de loin. Je peux néanmoins vous dire que c'est un projet que Brigitte voulait faire depuis un bon moment, que ça a été très difficile de le mettre en place, mais que le résultat, il est franchement là. À part quelques petites couilles techniques, mais bon, c'est pour chipoter. Cette vidéo, c'est donc la rencontre entre la voix de Son Goku, la voix de Naruto et la voix de Luffy. Et c'est une belle rencontre. Il y a quelques jeux un peu rigolos, mais surtout il y a des discussions hyper intéressantes sur la place du manga en France et sur le shonen aussi, les messages que véhiculent les shonen auxquels participent ces trois personnalités. Évidemment c'est des doubleuses, donc c'est des personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup sur le devant de la scène, dont on n'a pas l'habitude de voir les visages. On les voit réagir à certains moments phares de leurs animés, on les voit parler de leurs personnages avec une sincérité assez déconcertante. Pour moi ça a été la petite tasse de chocolat chaud réconfortante de cette fin d'année, donc je vous la recommande tout simplement. Voilà, c'est enfin la fin de ce top YouTube. Je sais pas combien de temps va faire la vidéo, mais moi je tourne depuis maintenant 5 heures. Pour dresser un bilan global, je trouve que cette année a été très riche sur YouTube. Cette année, comme chaque année, j'ai découvert plein de nouveaux créateurs, ce qui est la preuve que des gens continuent d'émerger sur cette plateforme et que c'est pas une impasse si tu t'es pas lancé il y a 10 ans comme certains le prétendent. En dehors de McFly et Carlito, je vois de plus en plus de créateurs privilégier le catalogue, privilégier les vidéos travaillées, etc. J'ai vu des vidéastes faire des paris un peu fous, hein. J'ai pas parlé de Seb, mais il a quand même eu un truc un peu taré de faire un calendrier de l'Avent avec 25 vidéos de catalogue qui sortent comme du flux. Habituellement, les calendriers de l'Avent, ça marche juste vraiment l'espace de sa sortie. Là, je vous garantis que les vidéos de Seb, elles vont continuer de faire du chiffre encore et encore et encore. Et elles vont repopper régulièrement. Et pour cause, Seb a pas hésité à mettre les moyens à embaucher des auteurs, des monteurs qui sont crédités. C'était un joli pari, c'était un joli défi et clairement, j'aurais peut-être dû en parler dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, il y a cette nouvelle méta qui est en train de se créer du storytelling. Je me demande si ça va pas assez vite être une impasse, parce qu'en fait, mine de rien, le style storytelling, eh ben, il est assez facile à reproduire et bon, à force d'avoir plein de youtubeurs qui font la même chose, est-ce qu'on risque pas d'en avoir assez vite marre? Mais aujourd'hui, plus que jamais, YouTube reste ma plateforme préférée, que ce soit en termes de divertissement, de créativité et de culture. Si je dois faire le bilan de mon année YouTube rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées cette année, si on revoit mon Mr. Fox Direct, il y a des projets que je pensais pouvoir tenir, même en visant large, et que j'ai finalement pas tenu. Mais il y a aussi un certain nombre de projets dont j'ai accouché et dont je suis très fier. Je pense au deepfake de Shining, j'aurais vraiment espéré qu'il marche un peu plus, mais bon, je suis très content de l'avoir sorti, franchement, je suis très content du résultat et vraiment je suis trop fier de cette vidéo. Je suis aussi très fier du top de fin d'année, je suis très fier de la trilogie DreamWorks. J'ai pas été aussi productif que je l'aurais espéré, mais c'est quelque chose qui, peut-être, va s'améliorer cette année. Je veux pas trop vous en dire, j'en ai un petit peu parlé en live et sur Twitter, mais c'est pas impossible que cette année soit une nouvelle étape de ma vie. En tout cas, je m'éclate toujours à faire des vidéos sur YouTube, j'espère que vous éclatez toujours à les voir. Ça fait maintenant 5 heures que je tourne, donc j'ai peur de pas être hyper pertinent et de parler un peu pour rien dire là si je continue, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon début d'année, je vous donne rendez-vous bientôt pour le nouveau Parle en VF, ça y est, il arrive, il est dans les clous, il est dans les tuyaux, j'ai hâte de vous le montrer, et puis bah, à très bientôt. Salut!